Ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun bénéficient-ils à suffisance de la reconnaissance de cette nation? C'est la belle histoire de nos pères fondateurs qui sera évoquée et racontée au cours de cette édition. Il y aura également en tout début l'évocation du chef de l'État, Paul Biya. Et je voudrais vous demander à vous, chers téléspectateurs, de nous dire si le nom de l'actuel chef de l'État camerounais pourra être inscrit au rang des figures emblématiques qui pourront rester dans l'histoire comme ayant joué un rôle majeur. Vous aurez le loisir de le classer là où vous voulez. Mais en attendant, on va dire que Paul Biya se préoccupe encore abondamment du calendrier électoral de 2018. Et la preuve, c'est qu'il a choisi de faire venir les personnalités de la francophonie. La mission que conduit le diplomate burkinabé cadré Désiré Ouédraogo au Cameroun va bientôt rentrer. Et à la clé, pas la moindre rencontre significative et sérieuse en direction de leaders de l'opposition ou bien de la société civile. Depuis le début, il est arrivé, il a rencontré tout le monde. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministère, le ministère de l'administration territoriale, des relations extérieures. Alors, très peu de temps consacré aux opposants. Il leur demande d'aller le rejoindre à son hôtel pour peut-être 30 minutes, 50 minutes, 60 minutes, je ne sais pas. Bon, vous nous le diriez tout à l'heure. Merci, cette émission est d'utilité publique. Bienvenue à vous, Charles Amel Macho. Bonjour, Sam Sévérin. Bonjour au directeur du CHU, Albert Georges Arthur Essomba. Et bonjour à son PCA, toujours du CHU, Jacques Famendongo. Un enfant né dans une formation sanitaire ne peut recevoir des soins ou être admis à la morgue sans la présence d'un ou de ses parents. Où est passé le bébé de cette dame? Encore une autre histoire dans laquelle nous allons nous plonger bientôt. Voilà, en attendant d'avoir plus de précisions, effectivement, sur cette autre histoire de bébé volé, on vous accueille. Meggy, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs du Zénith. Ben, écoutez, la revue des réseaux sociaux, c'est beaucoup de choses intéressantes ce jour. Entre autres, la visite du président Paul Biya aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est? Les internautes en ont beaucoup bavardé. Il y a entre autres aussi le stade de Japoma, la présentation. Alors, à quel niveau est-ce que se situent les travaux? On en saura un peu plus. Et enfin, les ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants camerounais. Qu'en est-il dans quelques minutes? Merci beaucoup. Bombok Bengan, bonjour, bienvenue. Bonjour Sam, moi je salue la mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui est venue, semble-t-il, organiser les élections, valider les élections qui ne sont même pas encore organisées, avec Boko Haram, avec la crise anglophone, mais invité par le gouvernement camerounais qui, on attend également que ce même gouvernement invite le Commonwealth, parce qu'il n'y a pas que la francophonie, mais avant la francophonie, il y avait également la division de l'assistance électorale du PNUD. Y aura-t-il élection en 2018? Toujours est-il que le gouvernement se prépare à les valider par la communauté internationale. En tous les cas, c'est déjà un premier indicateur de faire venir les observateurs internationaux, alors qu'on n'est pas encore totalement fixé sur le calendrier. On va commencer donc, merci à vous, Bombok, par l'histoire du jour qui est celle de tendance avant la suite de ce programme. Bonjour. Good morning, Sam Sévérin. En gros, je vais dire bonjour aux femmes qui passent le temps à prendre les numéros de téléphone dans le téléphone de leur mari ou encore de leur show pour appeler les numéros de femmes insultées, écrire les messages, dire de n'importe quoi. Cette fois-ci, il y a une femme qui a appuyé sur déranger. Quand je dis appuyer sur déranger, ça veut dire quoi? Elle a piqué où il ne fallait pas qu'elle pique. Donc elle a fait mal. Donc elle a poignardé son mari où il ne fallait pas qu'elle poignarde. Son mari dit, cette dame m'a poignardé le cœur. Tu m'as blessé. Tu me fais mal, chérie. Ne me fais pas regretter ma petite jeunesse. C'est ce que ton mari m'a dit. Il a coulé les larmes devant moi. Que s'est-il passé? C'est une femme mariée. Je ne sais pas comment. Je vais me commencer par où? C'est une femme au foyer qui a envoyé le message au chef de son mari. L'insulter. Sam, si je te montre le message là, toi-même tu vas voir que les gros mots comme ça ne se dit pas. On n'insulte pas les gens. Mais elle ne savait pas qu'elle s'adressait à son chef. Elle ne savait pas qu'elle envoyait le message au chef de son mari. Elle a envoyé le message. Pétasse, tu n'es rien. Avec ton pauvre Njansan, ton pauvre décapage. C'est comme ça que vous pleurez votre vieillesse, vous vous agrippez sur les enfants. Si c'est mon mari que tu as choisi, ma chérie, tu as tiré à terre. Espèce de vieillerie. Voilà les gros mots qu'elle a dit. Je ne voulais même pas parler de ceci, mais je suis obligée de parler des gros mots. Elle dit, le monsieur dit que sa femme a pris son téléphone.
Elle a vu comment son chef avait envoyé le message que s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le transfert d'argent à ce numéro et tu me retrouves au bureau à 16h30. Elle ne finit même pas de lire les conversations, les messages. Elle récupère le numéro de la dame. Elle l'enregistre dans son téléphone. Elle commence à l'insulter. Espèce de maman, hein? Ça te prend par où? Tu veux mon mari t'envoie le transfert d'argent là, pourquoi? Tu veux l'escroquer? Donc le type est devenu... Il dit que sa femme veut le tuer avant son jour. Elle n'a même... Je dis qu'elle n'a même pas fini de lire les conversations. Insulter la femme de tout, jusqu'à dire que le Ndjang, la femme la dépasse pour moi. L'insulter. Donc Sam... On a vite compris l'histoire tendance. On prend les commentaires rapidement, Megui. Est-ce que on a d'abord le droit de rentrer, c'est vrai que c'est un vieux sujet, rentrer dans le téléphone de son époux, pour quelque raison que ce soit? Bon, ça dépend de ce qui est convenu dans les couples. Il y a des couples, au sein de certains couples, où ce n'est pas une interdiction, c'est-à-dire que l'autre ne refuse pas forcément que son conjoint ait accès à son téléphone. Bon, il y a pour certains couples où c'est une faute grave, où voilà, il y a des téléphones qui sont criblés de mots de passe, on ne peut pas y accéder n'importe comment. Mais bon, pour ce qui est de l'histoire du jour, moi je pense qu'il s'agit ici d'une jalousie exacerbée de la part de la femme. Peut-être qu'elle avait déjà des soupçons à l'encontre de son mari, même si ça ne justifie pas forcément sa réaction. Mais on peut comprendre, on ne sait pas où la jalousie peut pousser les gens à aller. Et donc, quand on est dans un couple, il faudrait tout simplement, justement, éviter qu'il y ait ces sentiments de suspicion. Il faudrait qu'il y ait de la confiance. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut une certaine clarté dans les actions. À quel niveau peut-on établir la faute de cette dame, si tant est qu'elle a commis une faute quelque part? Déjà, envoyer des messages à quelqu'un qu'elle ne connaît pas sur la base d'un autre message qui demande qu'on fasse un transfert, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, elle aurait dû se rassurer de qui provenait ce message-là pour savoir comment peut-être demander à son mari. S'il y avait une certaine confiance, elle aurait pu demander à son mari, comme ça, tout naïvement, qui te demande du crédit, et puis il lui aurait donné peut-être la réponse, on n'en serait pas là. Mais bon, elle a anticipé les choses, elle s'est peut-être méprise sur le véritable destinataire ou alors expéditeur de ce message, et puis voilà ce que ça donne. Ok, Charles Hamel, donc sur le cas de figure qui est en discussion dans cette histoire, à quel niveau est-ce qu'on peut reprocher à l'homme tout de même de laisser faire sa femme vis-à-vis de son outil de communication? Alors, il faut dire que c'est l'homme qui éduque sa femme. Dans le processus traditionnel, c'est l'homme qui éduque sa femme. C'est l'homme qui donne les premières bases. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Généralement, la femme est censée savoir que l'homme, dans la maison, pratique ce qu'on appelle le protectionnisme. Il protège l'ensemble de ces choses. Il a sa vie qui protège. Un homme qui est dans le secteur de la défense, un communicateur, un journaliste, pour faire simple, un journaliste, un animateur, ne saurait laisser traîner son téléphone n'importe où. Non pas parce qu'il a peur de l'ensemble des actions, peut-être qu'on puisse la reconnaître, mais tout simplement parce qu'il y a des numéros qui sont sacrés, des numéros de certaines personnalités. Donc, estimer déjà, premier, j'accuse l'homme parce qu'il avait une légèreté, il n'a pas su éduquer sa femme, il a laissé traîner son téléphone. Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir accès? Comment est-ce qu'elle a pu, n'est-ce pas, pouvoir décoder si jamais il y avait un code, sans toutefois l'informer, lui? Est-ce qu'il est rentré sous? Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il y avait un système où on va dire comme une sorte de méfiance? Non, à ce niveau, Charles, je crois qu'il faut davantage stigmatiser la femme. Quand vous avez affaire à un mari qui est une personnalité, pas forcément seulement des milieux de la communication, mais qui peut avoir des relations importantes, je crois qu'à ce niveau-là, vous devriez savoir avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de cet homme, parce que vous pouvez engager, compromettre, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour laquelle je dis qu'il a commis, lui, il a été très négligent à ce niveau. Je pense que même dans la formation qu'on donne, que ce soit aux journalistes, aux gardes de la défense, des renseignements, bref, tous ceux qui sont dans des milieux un peu, n'est-ce pas, assez sensibles, on les demande toujours d'avoir une sorte de discrétion. Même à sa femme, c'est pas tout qu'on dit, on ne dit pas tout à sa femme. On dit ce dont elle a besoin. Même à son mari, alors. On dit ici, la femme est dans un domaine un peu sensible, c'est tout. Ça veut dire pour le cas du téléphone, on peut le verrouiller concrètement. Et là, je voulais vous rejoindre, puisque là-dessus, on peut l'accuser de négligence, de n'avoir pas mis tous les codes nécessaires qui pourraient le protéger avec son outil de communication. Peut-être, même moi, je n'ai pas de code. Même mon épouse sait qu'elle n'a pas accès à mon téléphone. D'abord, mon statut fait qu'il y a des messages elle-même, elle sait qu'elle ne doit pas lire.
D'accord, et je ne lui donne, je ne lui transmets, je lui autorise à lire que lorsque le numéro qui appelle sa fiche et qu'il est connu, là, je peux lui permettre de répondre. Mais dans le cas contraire, elle n'a pas le droit d'y entrer, même si ça sonne. Elle reste, elle attend. Ça veut dire que vous avez convenu, comme Megui l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de convenance au départ. Voilà, en réalité, oui, c'est comme ça que devraient être les relations dans le couple. Ok. Voilà, maintenant j'ai entendu certains avocats dire qu'en cas de communauté de biens, même le téléphone appartient à tout le monde. En cas de, justement, c'est là où la loi est venue dérégler la société tout entière. Est venue dérégler. C'est pas normal, par exemple, même si vous êtes majordome quelque part et vous arrivez à la maison, vous savez que la cuisine appartient à la femme. Quand vous, par extraordinaire, vous entrez parce qu'elle est rentrée tard, vous avez faim, vous voulez vous servir, vous devez dire à votre épouse que, madame, quand vous n'étiez pas là, vraiment, je me suis servi. Parce que là, c'est son domaine. Même si vous êtes formé comme hôtelier, comme majordome. Donc, il y a des domaines réservés et elles doivent le savoir. Donc, la démocratie ou je ne sais pas ce que vous appelez le modernisme ne doit pas vous amener à développer les sentiments individualistes. Pour revenir au cas de jalousie exprimée, est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre l'attitude de cette femme si elle a affaire à un homme qui présente quand même de sérieuses velléités d'infidélité? Non, on ne peut pas justifier ce qui est mauvais. Quand c'est quelque chose est mauvais, elle est mauvaise. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Donc, il faut donc contenir ces femmes. Elles doivent se contenir et savent que ce n'est pas une bonne chose, la jalousie. Donc, vous laissez. Il faut préciser, Bombo, qu'elle ne prend pas ce téléphone parce qu'elle va apprécier la fonctionnalité du téléphone ou la beauté du téléphone. Elle prend parce qu'elle a 3 axes prioritaires sur lesquels elle veut aller. Le répertoire téléphonique, notamment le journal d'appel. Qui est-ce que tu appelles tous les jours? À quelle heure? Comment? Elle va aller dans la messagerie pour savoir qui envoie les messages, messages envoyés, messages reçus. Et enfin, elle veut finir dans le secteur de la galerie photo pour savoir quel type de photo. Est-ce que c'est parce qu'elle va apprécier le téléphone qu'elle va fouiller à l'intérieur? Donc c'est proprement suicidaire ce type d'attitude. C'est suicidaire. On dit souvent que ça démange ceux qui ne savent pas gratter. Et l'homme là, c'est un homme mou. Quand il dit que c'est un homme mou, ça veut dire quoi? C'est même un homme mou, à la limite. Pour un homme qui se respecte, sa femme n'a pas besoin de prendre son téléphone et envoyer les messages aux autres comme ça. De deux, une comme moi. Si une femme m'envoie le message gentiment, je vais répondre gentiment. Tu m'envoies le message en m'insultant, je t'insulte aussi franchement. Parce qu'on insulte, ça fait mal. Quand je vais parler, les gens vont dire que, donc ça veut dire que tu savais les maris des gens. Non, je ne vous encourage pas à sortir avec les maris des gens. Mais je sais que parmi vous qui êtes en mariage aujourd'hui, aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais eu à traiter avec un homme marié, même avant de se marier. Sinon... Mais ce n'est pas bien, il faut le dire. C'est ça qu'elle dit, ça, ce n'est pas bien. Ça arrive, c'est le passé, je ne refuse pas. Mais, m'insulter, m'envoyer le message, ma chérie, une femme me fait ça, je réponds, si elle veut l'écrire à mon boss, j'assume. Tu sais pas ce que ça fait, Sam. Tu traites les business avec un homme. Vous croyez que quand vous aimez vos maris, là, c'est toutes les femmes qui les aiment. C'est ça? Ah. On dit souvent que ce n'est pas, mais j'ai trouvé un moignon. On reprend en français. Ça veut dire quoi? On dit souvent que l'intérieur du melon, c'est la mort de quelqu'un d'autre. Et l'autre comme ça que tu meurs, même que tu n'as même rien fait avec la personne, elle Sam. Une femme peut venir t'envoyer le message comme ça que tu n'as même rien fait avec son mari. Ou que son mari, tu le prends aussi comme un pote. Même un mari, même que tu ne connais même pas, que c'est aussi quelqu'un comme ça qui a ton numéro et que vous écrivez. Est-ce qu'on a quelques messages sur ce sujet, rapidement? On peut en lire avant de passer là. Ça fait mal au cœur quand une femme insulte l'autre. Tu m'insultes, je t'insulte. Les mots que tu me donnes, si le jour là, je vais prier, je vais dire que Seigneur, il ne faut pas que mon démon me domine. Si mon démon me domine, je vais te dire ce que tu vas entendre. Et ça va sortir comme ça va sortir. Très belle tendance. Voilà. Et je suis sûr, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette même logique-là. On va donc considérer que la jalousie, comme Bombok le rappelait, elle est pas bonne du tout, surtout si elle est excessive. C'est bon, la plupart des femmes vous diront, quand on aime, on est jalouse forcément. Mais doit-on aller jusqu'à fouiller systématiquement et le répertoire, et les messages, et le journal d'appel de votre conjoint, alors même que ceci peut contenir des choses assez délicate. La femme que tu n'est pas forcément la femme que Charles Amel peut aimer. Chacun a son goût. Très bien. Je peux vouloir boire la bière, Mitterrand d'en boire le jus. Si boit le jus, il a son goût dans le jus. Donc, chacun a son goût. Ne crois pas que comme tu aimes ton mari, une autre femme peut aussi l'aimer de la façon que tu l'aimes. Devant la femme, là, ton mari ne peut être rien, ne peut même pas exister.
Ok, un message, oui. Bon voilà, on a ce Voilà. message qui dit bonjour, c'est le comportement d'un homme qui amène sa femme à fouiller son téléphone. Si du jour au lendemain, tu n'avais pas l'habitude d'aller aux toilettes avec ton téléphone et tu commences à le faire, alors le doute s'installe. Il peut aller parce qu'il veut jouer Zuma. Même si... Il va aller parce qu'il veut jouer Zuma. Bonjour, on parle d'éduquer sa femme. En fait, le monsieur qui parle d'éduquer sa femme fait comme si l'homme a la science infuse. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est un arrangement convenable entre deux personnes réfléchies. Non, monsieur, le mariage, vous allez chez un homme pour perpétuer sa lignée, la descendance de là-bas. Donc, vous devez épouser tout le contour de votre mari, sa tradition et tout. Vous apprenez la langue si vous n'êtes pas de la même ethnie et tout. Donc, c'est vous qui allez là-bas. Ce n'est pas de convenance de deux. Oui, mais est-ce que ça exclut que si l'homme a de mauvais comportements, on ne cherche pas à le Ce n'est pas la femme qui recadre l'homme, c'est la femme qui On doit passer à la suite, s'il te plaît. La femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari. Non et non, c'est Daniela de Coton. Très bien. C'est entendu. On va évoluer dans ce programme. On reviendra en deuxième partie, rebondir sur ce sujet-là qui est fort préoccupant dans la vie du couple aujourd'hui. Voici la colère de Charles Armel Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil national de la décentralisation. Oui, c'est la semaine du Conseil national. Comment comprendre l'inadéquation existante encore entre les compétences transférées, complètement en décalage avec les besoins réels des populations? Comment comprendre l'insuffisance des moyens alloués aux communes, notamment la dotation budgétaire générale de décentralisation? Comment comprendre les variations, mieux les rôles du Conseil national de la décentralisation, qui à ce jour semble perdu dans le processus du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre même de la décentralisation? Comment comprendre les variations, mieux les non-respects des périodicités de session fixées dans les lois, l'arrêt du travail législatif et réglementaire? Comment comprendre le fait que le rapport sur l'état annuel de la décentralisation soit toujours en cours de rédaction? Comment comprendre que l'ensemble de nos communes souffrent véritablement dans leur chair, faute de moyens? Savez-vous que le Conseil national de la décentralisation est présidé par le premier chef du gouvernement et comprend une vingtaine de membres, parmi lesquels des ministres, des députés et des sénateurs? Savez-vous que le budget 2013 du Comité national des finances locales s'élevait à 475 millions, repartis comme suit. Séminaire, 62 772 000. Saisie des données, 22 960 000. Frais de mission, 10 millions. Frais d'édition, 30 millions. Analyse et synthèse, 30 millions. Matériel, 25 millions. Aménagement, 15 millions. Communication, 17 millions. Session comité et session, 130 millions. Réserve, 131 millions de francs, 456 029 francs. Voilà ce qu'a coûté le budget, 475 millions, juste pour un comité national de finances locales. Comment comprendre qu'on puisse parler de décentralisation alors que le problème de la qualité et la quantité des ressources humaines dans les collectivités locales reste un problème crucial de nos jours? Comment comprendre le manque de cadres compétents capables de définir et de concevoir des stratégies de gestion dans les collectivités territoriales décentralisées? Insuffisance en nombre de personnels communaux. Incapacité de certains magistrats municipaux à comprendre les outils de gestion commerciale et à impulser une politique efficace et efficiente de gestion des affaires sociales ou locales. Comment comprendre le fait qu'au lieu de s'ouvrir à une gestion moderne, plusieurs maires se contentent encore d'une gestion traditionnelle et archaïque des derniers de la commune? Pourtant, les autorités locales doivent se conformer à la nomenclature budgétaire lors de l'élaboration du vote, de l'exécution et de la production du compte administratif et du compte de gestion en fin d'exercice. Comment comprendre que les responsables des services locaux ne maîtrisent pas encore les outils de gestion des ressources locales? Savez-vous que dans presque toutes les collectivités territoriales, à l'exception des communautés urbaines, les ressources municipaux n'élaborent jamais leur compte de gestion? Comment comprendre l'extrême prépondérance de la tutelle
sur les collectivités territoriales décentralisées. La preuve, regardez toutes les communes, elles sont abandonnées. Douala 1er, Douala 2, Douala 3, Douala 4, Douala 5, toutes sont abandonnées. Chacune attend véritablement que les fonds de la décentralisation lui soient versés. Comment comprendre que des actions soient menées par les autorités de tutelle pour le compte des collectivités sans que les organes compétents de ces dernières aient eu à débattre et que même dans les cas où elles sont informées, leur volonté n'est généralement pas prise en compte? Voilà, Mbok Bengane, et on va, parlant de ce découpage-là, aussi évoquer le cas de Yaoundé avec au moins 7 arrondissements, hein, parce que nous avons à Yaoundé, jusqu'à Yaoundé 7. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut dire que l'administration territoriale a voulu quand même démultiplier toutes ces entités territoriales pour donner le sentiment qu'on est beaucoup plus proche des populations. Oui, effectivement, sans passer le terme consacré ou alors l'expression consacrée, c'est rapprocher l'administration des administrés. Oui. Pris sur cet angle-là, ce n'est pas mauvais. Maintenant, le gouvernement, en le faisant, a plutôt pris l'option d'une politique politicienne pour favoriser le parti au pouvoir, d'une part, et d'autre part, en venant à dose homéopathique, c'est-à-dire que chaque fois, et surtout à la veille des élections, on fait comme si on contrôlait si l'opposition n'allait pas gagner les mairies. Je veux parler de la gouvernance locale. C'est pour ça qu'on y va à dose homéopathique. On a d'abord commencé à mettre les communautés urbaines, là où il y avait les communes, deux ou trois communes qui étaient, j'allais dire, d'une grande envergure. Et l'autre chose, la deuxième pour arriver à cette entourloupe, c'est qu'on fait exprès de ne pas voter une loi. Parce que lorsqu'on parlait de la décentralisation, une équipe est allée au Ghana, au Canada et partout pour apprendre comment la décentralisation a été là-bas. Et au Ghana notamment, une loi est votée où on prélève au niveau du TVA national. Et on dit par exemple que la loi, par exemple 2017, les fonds alloués à la décentralisation, c'est 30% du TVA. Et on connaît combien lève le TVA au Ghana et les 30% on reverse aux communes. Ici, ce n'est pas le cas. On vous dit transfert des compétences et des ressources. Et on vous dit par exemple pour l'éducation de base, le paquet minimum sera géré par les mairies, les collectivités territoriales décentralisées. Et le ministère de l'éducation de base ne vous dit pas que dans le budget voté, le paquet minimum relève à, par exemple 1 milliard de francs et que les 1 milliard seront répartis dans les 360 communes. Rien du tout. Donc c'est cette lisibilité, cette manque de lisibilité là que déplorait Charles Hamel. C'est pas qui fait que même les centimes additionnels qu'on reverse, c'est-à-dire l'impôt prélevé sur des entreprises qui sont basées dans tout le pays, qui doivent être reversés aux communes, passent d'abord par les communautés urbaines qui les bloquent exprès et ne les reversent pas au niveau des communes. Voilà un peu. Donc on ne sait pas de quelle décentralisation. Alors, dans cette embrouillamini, situation de clair-obscur, finalement, comment se comportent les mairies? Finalement, chacun essaye de faire ce qu'il peut à son niveau, Megui. Mais oui, est-ce que la décentralisation est une réalité au pays? On ne peut pas y répondre, à mon avis, avec beaucoup de zèle ou de certitude. Disons qu'on a de la peine à l'implémenter totalement. Hein. Bon, voilà, on est quand même en un début d'implémentation. Il faut dire que c'est un indicateur vraiment considérable du niveau d'implantation de la culture démocratique dans un pays, la décentralisation. Alors, à quel niveau est-ce que les différentes entités locales, les communes, les mairies sont impliquées dans la gestion des affaires étatiques? On ne sait pas trop, parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la ville de Douala, on se demande qu'est-ce que les mairies doivent concrètement faire, qu'est-ce que les communes doivent faire, est-ce que justement les moyens leur sont donnés pour qu'elles puissent faire ce pourquoi elles ont été mises en place. Mais ce n'est pas toujours facile à déterminer, et donc parler de décentralisation au Cameroun, oui, on en parle, mais est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est effectif? Bon, alors, la très forte centralisation, Charles Hamel, tient de ce que le pouvoir central, si je peux me répéter, de Yaoundé, ne veut pas définitivement tout lâcher, puisque en instituant d'ailleurs les postes de délégués du gouvernement, c'est pour conserver un tout petit peu cette mainmise-là. Donc ça veut donc dire qu'il y a
lieu de parler d'une forme de décentralisation de façade. Alors la question, je vous la repose, pourquoi fait-elle tant peur cette décentralisation? Peut-être parce qu'elle assimile à un fédéralisme par exemple? Non, parce qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, ils vont manger quoi? Ces ministres vont encore manger où? Ils vont manger nulle part. Il faudrait bien qu'il y ait une forte centralisation pour qu'ils soient au contrôle de l'ensemble des actions menées. Regardez comment ça plombe le fonctionnement. Allez voir la communauté urbaine de Douala, parler de la route, on va dire c'est la fin des mairies. Voilà. Allez voir les mairies vont dire c'est la fin de la communauté urbaine. Sortez le texte, personne n'a le texte. Voilà d'abord un premier goulot d'étranglement. Tout est flou. La gestion des marchés. La communauté urbaine veut s'arroser, la gestion, le minage veut s'arroser, les communautés sont là, les mairies sont là pour dire non, c'est notre territoire. Nous devons gérer finalement, comme ça représente beaucoup d'argent, goulot d'étranglement. Comment comprendre, Sam Sévérin, que les communautés territoriales décentralisées disposent d'une définition écrite des attributions des postes de travail? On ne sait pas qui fait quoi, quand, comment. Le processus de recrutement. Il y a une grosse incompétence dans les différentes mairies. On ne recrute pas les personnes compétentes. On avait parlé, le chef de l'État avait créé des offices de tourisme dans toutes ces différentes communes. Faites le tour, vous allez me dire si ça existe. Ils vont vous demander, on va faire quoi du tourisme? Pourtant, on ne saurait parler d'une commune sans parler du premier vecteur de développement économique que représente le tourisme. Ça n'existe pas. Sam Sévérin, est-ce que vous savez qu'on parle de transfert de compétences? Pourtant, l'État continue d'imposer ses avis sur les capacités d'analyse. L'appui technique, c'est l'État. Les aides à la décision, c'est l'État. La garantie des emprunts même, jusqu'au seuil bien défini, c'est l'État. La mise en place des cadres institutionnels, c'est encore l'État. Finalement, qui gère? C'est le gouvernement qui gère quoi? Quand? Comment? Comment comprendre que plusieurs communes ne disposent même pas d'un manuel, d'un simple manuel régissant son fonctionnement en matière administrative? Je dis les communes, on va les faire. C'est les maires qui se battent, qui se débrouillent comme ils peuvent à collecter, à nettoyer. Regardez l'assainissement. Quel maire peut aller parler à M. Ngapanou au niveau des accords? Quel maire peut aller lui parler? Vous allez voir au niveau de ces maires là aussi, Charles Hamel, disons-le, ils se sont très rapidement, pour la plupart, embourgeoisés parce que quand on voit le train de vie de la plupart de ces maires, moi je me demande s'ils arrivent, parce que dès lors qu'on est élu maire, c'est vraiment un passeport pour la richesse. On a ce sentiment-là aujourd'hui au Cameroun. L'État s'est désengagé des secteurs clés. Il y a une déréglementation. Toutes les communes ont eu des projets d'adduction en eau potable. Ce n'est pas l'eau qui manque. Combien de communes ont pu réaliser cela? Combien ont pu réaliser sur le plan de l'énergie? C'est-à-dire permettre à toutes les populations de jouer, on a libéralisé ce secteur. Combien de mairies sont allées discuter, négocier des partenariats pour procéder seulement à l'éclairage dans les zones? Aucune distribution de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes liés. Il faut qu'ils décident, ils doivent se référer à la communauté urbaine, ils doivent se référer au préfet. S'ils ne sont pas d'accord avec les préfets, je vous assure, ça ne sert à rien, Sam Sévérin. On va pas parler. On sort avec vous, Bob Bengan, pour vos dernières propositions, si on peut en formuler quand même, pour qu'on aille plus loin dans cette décentralisation. Je dois le rappeler, si on est bloqué dans bien de points aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours cette, on va dire, forme de banditisme de la part de l'État central qui ne veut pas aller jusqu'au bout de ce qui est pourtant inscrit dans les textes. C'est là où j'interpelle encore la délégation de la francophonie qui est dans nos murs. Il y aura l'année prochaine l'élection des sénateurs. Que cette délégation donne des recommandations au gouvernement de faire enfin les élections régionales, qu'il y ait des assemblées régionales, que les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées ne soient plus pris, comme ça a été le cas, par des conseillers municipaux simplement, qu'on passe par les assemblées des régions. Et à ce moment-là, on verra par exemple que Yabassi, qui n'a pas de route, que l'UNCAM n'a pas de route qui le lie au chef-lieu de la région, que l'Assemblée de la région du littoral puisse voter, que Yabassi au moins je prends ce cas pour parler de tous les 58 départements. Donc on commence par les assemblées régionales. Et ici la délégation de la francophonie peut donner cette orientation-là. Très bien. Sam Sévérin, je voudrais vous faire parcourir juste le budget alloué au Comité national de finances pour les réflexions concernant la question. Ça, nous sommes en 2013 pour la question de la décentralisation. On dit pour les séminaires, l'organisation du séminaire, 62 772 000 francs CFA, qui représente 13%. Les saisies des données, pour saisir juste les données, 22 960 000. Les frais de mission, 10 millions de francs CFA. Les frais d'édition, 30 millions de francs, les frais d'édition. L'analyse synthèse, de quoi? 30 millions.
Le matériel qu'on va acheter pour tout ce qu'il faut faire, 25 millions de francs, 341 971 francs. Aménagement, 15 millions. Communication, 17 millions 250 000. Session de comité, plus session traditionnelle, 130 millions. Réserve, qu'on va appeler divers, 131 millions 451 000, 456 000, 29. Dans les divers, justement, on termine par là parce que beaucoup de millions, très souvent à l'occasion de ces conseils municipaux qui se tiennent avec beaucoup de jetons de présence et aussi les combines et les complicités, même, disons-le, de la tutelle de ces communes-là. Les préfets qui partent souvent valider, donner des quitus à ces conseils qui se tiennent parfois de façon assez amusée. On va reparler de ça sans doute, la décentralisation qui est à la peine au Cameroun. Occasion pour nous, puisqu'il s'agit de politique, d'embrayer avec notre invité, qui est un poids lourd, disons-le quand même, hein, dans le landerneau politique camerounais aujourd'hui, puisqu'il arrive comme le numéro 1 de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, Monsieur Lucas Basile. Alors, le docteur Lucas Basile qui est avec nous, on l'accueille tout de suite. Bienvenue, bonjour, bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci. Ça va? Ça va, ça va. Alors, je dois d'abord préciser à l'intention de nos téléspectateurs qui ne le savaient pas que vous faites partie d'un des plus grands, j'allais dire, spécialistes dans des questions de mathématiques, donc un érudit au rang des universités intellectuelles camerounais. Une question donc sur le système universitaire du Cameroun aujourd'hui tel qu'il se porte, parce que hier on en a parlé avec l'invité qui était là, la professionnalisation des enseignements. Pensez-vous quel est un concept aujourd'hui qui peut booster les énergies dans ce sens? C'est un concept naturellement qui s'impose, parce que former est une bonne chose, mais former, il faut savoir pourquoi. Et pour quel intérêt pour le pays et pour quel intérêt pour l'apprenant. Naturellement, l'étudiant qui suit toute formation, au bout de cette formation, il aimerait intégrer le monde du travail. Est-ce que l'université publique peut sortir des produits qui soient immédiatement employables aujourd'hui? Eh bien, l'université a des difficultés, elle ne le cache pas, elle ne se le cache pas. C'est toute la formation, l'adéquation entre la formation et la demande et l'emploi qui est à revoir. Mais au-delà de cette adéquation, c'est même notre économie qu'il faut revoir, qu'il faut remodeler. Parce que lorsque vous formez des étudiants, vous formez à des métiers, eh bien, il faut que ces métiers-là s'exercent. Mais pour qui s'exercent? Cela dépend aussi de comment est organisée votre propre économie. Ouais. Est-ce que vous avez la maîtrise de cette économie? Est-ce que vous pouvez maintenant orienter la formation de façon à ce qu'elle réponde à vos besoins? Eh bien, il y a une question de la maîtrise disons, de soi-même qui est posée et qui est importante. Voilà, c'est une réflexion qu'on mènera donc bien plus tard. Merci beaucoup pour cette première livraison. On va rentrer avec nos panélistes de plein pied au cœur de l'objet même de votre présence sur ce plateau. Donc on parle de célébrer les martyrs, Semaine des martyrs, l'Union des populations du Cameroun, à travers ce document qui a été élaboré à l'occasion. On peut le voir si on peut faire un zoom sur la première page avec notamment l'image d'un des martyrs qui a donné sa vie, on peut le dire, pour ce pays, Abel Kingé, dont vous voulez procéder au rapatriement des restes dans son pays. Alors pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur ce cas tout spécialement? Eh bien, naturellement, le Cameroun, il a des milliers, des dizaines de milliers de martyrs. Depuis la résistance à la colonisation, parce que c'est ça la première phase, la résistance à la colonisation qui a eu lieu partout, à travers tout le Cameroun, jusqu'à maintenant à la lutte pour l'indépendance et la construction de la nation. Eh bien, des martyrs, le Cameroun en compte par milliers, par dizaines de milliers. Alors, nous insistons... Ça, c'est une formule politique, hein, parce que là, on ne peut pas en trouver par milliers. Bon, on veut bien savoir quels sont les martyrs et les héros, parce qu'il faut faire le distinguo aussi. Hein.
Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr, les héros, c'est l'histoire, c'est le peuple qui reconnaît ces héros. Hein, les martyrs, il y en a eu des milliers, ça c'est sûr. Lorsque vous reprenez simplement en quelques jours, hein, je prends mai 55, hein, en une semaine, mai 55, de Yaoundé à Douala, en Konsamba, Bafoussam, un peu partout à travers le Cameroun, c'est des milliers de Camerounais qui sont tombés. Et qui sont tombés pourquoi? Parce qu'ils voulaient simplement que leur pays soit libre. Notre pays était sous tutelle de l'ONU. Il avait vocation à l'indépendance. Et cette indépendance, on ne voulait pas la lui accorder. Donc des milliers de morts, c'est peu dire. Hein, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliers. Il faut remettre donc le débat sur la table aujourd'hui. Charles Armel. Alors, je suis content que vous célébrez les martyrs. Les martyrs, notamment Abel King, et que vous les célébrez. Mais que faites-vous de tous ceux qui sont décédés, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qu'on a sacrifiés dans les carrefours, de tous ceux qui ont été brûlés au napalm? On parle depuis, on ne peut pas célébrer quelqu'un. C'est peut-être celle-là qu'il évoquait tout à l'heure. J'en viens, Sam Sévérin. On ne peut pas célébrer la vie d'un martyr si on a procédé aux funérailles de l'ensemble des gens qui l'accompagnent. Pourquoi est-ce que ça peine à célébrer les funérailles de tous ceux qui sont décédés avant la célébration de ces martyrs? Pourquoi vous mettez les bœufs avant la charrue avant les bœufs? Mais justement, merci de poser cette question nationale. C'est une question que vous posez à la nation camerounaise. C'est une question que vous ne posez pas à l'UPC, que vous ne posez pas à ses responsables, que vous posez aux Camerounais, au peuple camerounais, à la nation camerounaise, à l'État du Cameroun. Parce qu'il s'agit, il appartient à chaque État de célébrer les martyrs qui ont donné, qui ont donné naissance à la nation, qui ont donné naissance à la liberté, qui ont donné l'indépendance. Prenez, vous parliez tout à l'heure des États-Unis. On s'est réunis, l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun est une pupille des Nations Unies, donc quand on parle des Nations Unies, nous nous sentons toujours concernés. Mais un pays aussi puissant que les États-Unis, militairement, économiquement, eh bien, la première date que les États-Unis célèbrent, c'est la date de leur indépendance. Et à travers cela, c'est tous les héros, tous les martyrs, tous ceux qui ont donné leur vie pour que cette nation soit indépendante qui sont célébrés. Il appartient au peuple camerounais de se ressaisir. Alors, vous avez remis sur la table parce qu'il a fait la lame de bois. Je vais Nous avons des jours, nous avons tous les, je crois que c'est le mois de mars, on organise la journée des martyrs au Cameroun, notamment ceux de 2008. Il y a des lieux qui sont connus. Vous allez à Balachi, là où on a conçu aujourd'hui le lycée, ça avait été un charnier. Vous allez dans le Ndé, il y a des charniers. Vous allez dans les Bamboutos, il y a des charniers. Vous descendez à Baham, il y a des charniers qui sont connus, sur lesquels on a construit le cinéma. C'est pas la responsabilité de l'UPC. Je pense, voilà, on ne va pas tourner sur le même. C'est une responsabilité de marquer un temps d'arrêt. Parce qu'en le célébrant, on oublie tout ce qui s'est passé. C'est ma préoccupation. Je veux savoir pourquoi on ne revient pas en filigrane sur tout ce qui a été fait. Nous célébrons juste. Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce qu'on comment on va dire, ça m'a fait perdre le fil de mes idées. Est-ce qu'on ne peut pas aller on va célébrer des personnes en oubliant tout ce qui s'est passé derrière? Ok, répondez une bonne fois sur cette préoccupation de Charles Armel. Non, je le remercie même pour cette préoccupation, de traduire avec cette force, cette préoccupation, parce qu'elle est une préoccupation nationale, c'est la préoccupation de tout le monde. Mais justement, si l'Union des populations du Cameroun a décidé que chaque année, je dis bien chaque année, du 13 au 20 septembre, on va consacrer une semaine à la mémoire de ceux qui ont fait le Cameroun. C'est justement en pensant à tout cela. Bien sûr, cette année-ci, nous avons mis en avant notre vice-président Abel King, qui est parti d'ici. Il était secrétaire d'un comité au quartier Congo de l'UPC. Il est devenu, à l'heure actuelle, un martyr pour toute l'Afrique. Eh bien, si nous avons consacré cette semaine-ci à celui-là, eh bien, l'année dernière,
nous sommes allés nous incliner devant les charniers, justement, hein, parce qu'ils n'ont même pas de sépulture, ceux-là. Devant les charniers, en débroussaillant nous-mêmes devant les charniers de ceux qui sont tombés, les premiers, pour la lutte pour l'indépendance. L'année d'avant, nous étions à la Métier. Là, il n'y a pas... oui, au chute de la Métier, pour rendre hommage, parce que c'est un charnier aussi. Oui, 780 femmes sont tombées. Ben voilà. Nous étions en Konsamba tous les ans. L'Union des populations du Cameroun prend cette semaine pour lancer un appel à la mémoire nationale. C'est un appel que nous lançons au Cameroun, tous les ans, à l'État du Cameroun et au peuple camerounais. Oui, Mbambok Bengan, sur le sujet. Oui, je voudrais m'inscrire au niveau de la loi. Il y a une loi 91/022 du 7 décembre 91 qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun, mais on ne parle pas des héros. Est-ce que ça ne vous gêne pas? On réhabilite certaines figures. Première question, est-ce que cette loi ne parle pas des héros, ça ne vous gêne pas? Deuxièmement, on met là les Oumniobe, les Kingé, mais également les bourreaux Aïdjo. Comment vous regardez cette loi? Eh bien, l'État parle de réhabiliter. Ben, il sait pourquoi il réhabilite. On réhabilite quand on a banni. Il sait pourquoi il réhabilite. L'Union des populations du Cameroun appelle le peuple à sa mémoire, à son histoire. Le peuple reconnaît ses héros. C'est pas parce que c'est... Moi, je me félicite parce que c'est un pas en avant par rapport à ce que nous avons connu depuis l'indépendance. C'est un pas en avant, cette loi de 1991. Elle va permettre justement maintenant que ce brillant, ce vaillant Camerounais qui a été un guide même au niveau de l'Afrique, nous puissions ramener ses restes du Caire en Égypte. Et tout à l'heure, vous allez nous dire comment est-ce que ça va être articulé, parce qu'on n'a pas plus de précision. Justement, pourquoi on laisse ça au niveau de la famille? Pourquoi l'État ne s'approprie-t-il pas ça? On dit pour Aïdjo c'est la famille, pour Kingé c'est sa famille, pour Moumie c'est sa famille qui doit être devant, alors qu'il y a une loi qui les réhabilite. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais elle est posée. Vous avez frappé malheureusement pas à la bonne porte. C'est une très bonne question. Nous souhaitons, nous, à l'Union des populations du Cameroun, que ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun, que ceux qui ont par leur sueur, par leur sang. Hein, ça, on a déjà compris. Est-ce que l'État peut accompagner cette opération? Cet État qui a déjà quand même, d'après nos informations, apporté sa caution morale à cette action de rapatriement des restes de Abel Kébé. Ben justement, d'abord, il y a un pas positif qui est fait là. La famille a suivi la loi, elle s'est adressée à l'État. Et l'État a dit oui au rapatriement de la dépouille de Kingé Abel. C'est une très bonne chose et je pense, je le souhaite fortement, mais je le pense aussi que l'État mettra les moyens qu'il faut pour que ceci soit un retour à la dimension de ce martyr-là et que cela permette, que ce soit une occasion qui permette de réconcilier le Cameroun avec son histoire. Mais justement, M. Loupta, moi je voudrais quand même, je m'interroge sur votre combat qui est très noble, mais je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux déjà que depuis la base, c'est-à-dire que les enseignements qui sont distillés dans nos principales écoles, on se rend compte qu'on ne parle pas assez de l'histoire du Cameroun. Abel King est de son vrai nom, je crois, Abel Kéméni. Oui, Kéméni, voilà. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent. Quand on parle des héros, des martyrs, qu'on a longtemps appelés maquisards, on se réfère à Ruben Oumniobe, Ernest Wandier, Félix Moumier. Mais Abel Kéméni, franchement, je suis certaine qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que déjà, se lever, oui, il faudrait qu'on rapatrie le corps, c'est bien beau, mais il faudrait déjà qu'on sache quel est le corps de qui
est-ce qu'on rapatrie? Et qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a représenté? Qu'est-ce qu'il a représenté? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau. On a eu encore très récemment un autre patriarche, voilà, qui nous a présenté un autre héros. Je crois de la tribu Sawa, qui n'était pas forcément très connu. Et on a l'impression justement qu'on érige en héros des martyrs. C'est un peu à tête chercheuse, parce que vous nous dites qu'il y a des milliers de martyrs qui peuvent être considérés comme des héros. Mais du jour au lendemain, de façon vraiment... Tout à fait, Maggie. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est pour ça qu'on lui a demandé de faire le distinguo. Qui est qui dans l'affaire? Est-ce qu'on ne peut pas mieux les valoriser peut-être à travers les ouvrages? Les ouvrages, justement. Par exemple. Qui n'existe pas. Très bien. Mais très bien, vraiment, je ne sais pas quoi répondre à vos questions. tellement elles sont belles, tellement elles disent la vérité. Nous avons 15 ans de notre histoire qui n'existe pas pour notre jeunesse, qui n'existe pas pour notre pays. Un peuple, un pays, une nation ne peut pas se développer sur cette base. Oui, il faut écrire l'histoire du Cameroun. Oui, il faut enseigner l'histoire du Cameroun aux enfants du Cameroun parce que ça fait partie de leur personnalité. On ne peut pas avoir d'avenir quand on n'a pas d'histoire. Quand on n'a pas d'histoire, on peut avoir des petits futurs immédiats qui s'entrechoquent. On ne peut pas avoir d'avenir. Donc, oui, la question que vous posez, elle est la question profonde. Mais justement, il faut voir... Vous menez une réflexion là-dessus, dans cette démarche-ci, il faut voir que c'est toute cette question fondamentale qui est posée. Réconcilier le Cameroun avec son histoire. Faire connaître aux Camerounais leur véritable histoire. Et permettre au Cameroun de se développer à partir de ses racines, à partir de sa propre histoire, pas de celle des autres. Raison pour laquelle il faut dire Sam Severa, parce que lorsqu'il parle de l'histoire du Cameroun, on sait que du 15e au 19e siècle, il y a un vide complet sur l'histoire du Cameroun, dont les historiens n'ont jamais voulu s'approprier et expliquer. Ça commence avec le colon, ça va finir certainement avec le colon. Mais pourquoi la question du Panthéon n'a jamais fait l'objet d'une de vos préoccupations, notamment son érection? Est-ce que partant du principe de la mise sur pied de son érection, cela ne va pas nous entraîner forcément vers la reconnaissance globale, parce qu'il faudra inscrire des noms qui vont être acceptés? Est-ce que ce n'est pas de là que part le problème? Ou alors, si tous des milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer, il faudrait que toutes ces milliers de familles se lèvent pour pouvoir récupérer leur digne fils, martyr, enterré en Guinée-Conakry, en Égypte, un peu partout. Je voudrais être juste un écho à chacune de vos questions, parce qu'elles traduisent tout ce que j'aurais peut-être à dire à vos téléspectateurs. Oui, le Panthéon, ben lui, il faut un Panthéon pour les héros, les nationalistes du Cameroun, ceux qui ont fait l'histoire du Cameroun. Oui, il faut ce Panthéon-là. Donc, je participe avec vous à dire au chef de l'État, il faut ce Panthéon-là. Il faut que quand on érige Ruben Oumniobe, il dort à Ezeka, oui, c'est là qu'on l'a enterré en 58. Mais l'histoire du Cameroun, ce n'est pas la seule affaire des gens de l'UPC. Mais ce n'est pas là sa place. Abel Kingé, qui est au Caire, il n'est pas à sa place au Caire. Il doit revenir ici. Félix Roland Moumier, il est à Conakry. Et puis il y en a d'autres. Vous n'avez davantage cité que les gens de votre parti dans l'histoire, c'est vrai, mais je rappelle que vous avez dit beaucoup de martyrs, donc il faudrait dans votre action également évoquer bien d'autres personnes comme les Martin-Paul Samba, les King Akwa et autres Adolphe Ngosodine, qui ont fait beaucoup de choses. Très bien, mais lorsque vous observez un peu cette plaquette qui parle des martyrs, je voudrais qu'on fasse un gros zoom sur la photo que vous avez ici tout à fait en haut de la plaquette. Vous verrez le premier, ce n'est pas un ordre, c'est un ordre quelconque. Le premier à la gauche, c'est Osende Afana. Vous me direz, c'est un UPCiste. Très bien. Moumier Félix, le suivant.
Mais le troisième, c'est Martin-Paul Samba. Tout à fait. Le quatrième, c'est Rudolf Douala Mangabel. Le jour où on assassinait Martin-Paul Samba et Rudolf Douala Mangabel, Ruben Oumniobe avait 1 an. Félix Roland Moumier n'était même pas né, sa mère était encore une petite jeune fille. Ni Abel Kingé, ni Wandie Ernest, personne n'était encore né. Mais c'est donc il y a dans cette photo, c'est une suite de la résistance à la lutte de la libération, à la lutte pour l'indépendance et la réunification. On a donc les martyrs appartiennent à la nation. Ce n'est pas une affaire. Merci beaucoup. Justement, le jour où tout le monde les prendra pour lui, eh bien, l'UPC sera très content. Alors, je vais poser une question peut-être en 2 volets. La première question, c'est sommairement qui est Abel Kingé. Et la deuxième, pourquoi est-ce que l'UPC a cette tendance à utiliser la lettre K? Voilà, pour la première question, le premier volet, je donnerai la réponse en lisant quelques extraits de ce qu'il a écrit, M. Lucas Basile, tout à l'heure en fin d'émission, dans cette plaquette. La deuxième, vous avez dit, le deuxième volet, pourquoi la lettre K? Voilà. Constamment dans tous vos documents que vous faites, c'est la lettre K au lieu de C. Eh bien, premièrement, vous observerez que le nom de notre mouvement politique, de notre parti, c'est UPC. Ce n'est pas UPK. L'UPC est né ici à Douala, sur les bords du Vouri, n'est-ce pas, le 10 avril 1948. Et a déposé ses statuts à la mairie de Douala, parce que c'est ce que voulait la loi à ce moment-là, le 12 avril 1948. Mais la toute première revendication de l'UPC devant les Nations Unies, c'était la réunification immédiate du Cameroun. Je dis bien réunification immédiate. Je ne dis pas indépendance immédiate. La toute première. Et l'UPC s'est mise à développer cette revendication à travers l'ensemble du pays, autant sous administration française que sous administration britannique. Le Mungo était devenu un centre de rencontre entre les nationalistes des 2 rives pour la réunification du Cameroun. Et vous observerez que les premières formations politiques qui sont apparues de l'autre côté du Mungo, eh bien, écrivaient, quand vous prenez le Cameroun United National Congress, c'était toujours Cameroun avec K. KNDP, Cameroun avec K. KNC, Cameroun avec K. Eh bien, de l'autre côté du Mungo, leur manière de vouloir exprimer la réunification, l'unité du Cameroun, c'était toujours écrire le Cameroun tel qu'on l'écrit dans les langues nationales, mais surtout tel qu'il s'écrivait ce nom avant cette division. Donc, en 1955, l'UPC aussi a adopté cette manière d'écrire, et je pense que c'est une écriture d'avenir pour notre pays. Merci beaucoup. Mbambok, si vous avez une dernière observation, on a 1 minute pour conclure. Non, c'est là sur le problème anglophone. Les Nations Unies sont en assemblée générale. Les Nations Unies n'ont pas voulu réunifier le Cameroun pour donner l'indépendance à tout le pays. Qu'est-ce que vous en attendez et quelle est votre lecture du problème anglophone? Eh bien, je voudrais, en hommage à Abel Kingé, vous citer parce que l'une des phrases qu'il aimait prononcer dans ses discours, dans les meetings, de l'autre côté du Mungo. Donc c'est en pidgin English. Independence and unification. They like soup with ashufufu. Forget independence now and get unification tomorrow. It they like for chop ashu today, drink soup tomorrow. The two must go the same time. Très bien. Ceci vous donne la philosophie que l'Union des populations du Cameroun a toujours eue. On a bien compris. Des relations entre l'indépendance
et la Lucas Basile, qui était Abel Kingé en 15 secondes, de son vrai nom Abel Kemeni Kingé, né en 1924 à Fokoué. C'est dans la Maine-Noire. Il a fait des études primaires et bien sûr à l'école d'infirmier par la suite. Alors le plus intéressant, c'est vers la fin. On dit le 13 juillet 55, un décret du gouvernement français porte dissolution de l'UPC et ses organisations alliées. Des mandats d'arrêt sont lancés contre tous les dirigeants de l'UPC qu'on a cité tout à l'heure, les Moumié, Wandje, et puis Abel Kingé se réfugie au Cameroun sous administration britannique. Et c'est à l'occasion pour eux donc de développer leur coopération avec les nationalistes du Cameroun. Alors, plus loin, on apprend qu'Abel Kingé présidera une importante réunion de la JDC en novembre 56 à Kumba quand il est attaqué par un commando colonialiste venu de la zone sous administration française. Une nouvelle fois, il est sauvagement abattu et laissé pour mort. Le gouvernement britannique interdit à son tour l'UPC jusqu'en juin 1957 et les dirigeants nationalistes sont expulsés à Khartoum au Soudan. De là, ils regagneront le Caire, puis Accra au Ghana. Et on termine en mission à Alger en 64. Écoutez bien, Abel Kingé, qui souffre d'hypertension artérielle grave depuis plusieurs mois, est victime d'une crise aiguë. Il est rapidement transporté au Caire par l'avion personnel du président algérien Ahmed Ben Bella. Et le 16 avril, il y décède. Il est donc inhumé sur place au Caire. Et je souhaiterais que la caméra de Mitterrand termine par l'une des photos, la toute dernière. Et c'était à Kumba en 1956, du héros national qu'on célèbre aujourd'hui. Et dont il sera question du rapatriement des restes dans les tout prochains jours. Voilà, merci beaucoup à la réalisation. Et sur ce, on prend congé de vous. Dr Lucas Basile, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement. De Douala à cette occasion, on prend une pause. Le Zénith vous revient dans quelques petites minutes. Voilà, les héros camerounais célébrés donc par M. Prince Yango, on peut le dire dans sa chanson Les Héros, mais on a pu le voir tout à l'heure, la plupart de ces héros, donc ça commence par Osende à Fanam, Rudolf Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, Félix Roland, Moumié, entre autres, mais aussi bien d'autres figures emblématiques qui ont suivi la période post-indépendance du Cameroun. Dans la chanson, l'artiste évoque tendance les cas même des héros qui peuvent se retrouver soit dans la chanson, soit dans le football, parce qu'il y en a qui peuvent être célébrés. Oui, on doit les célébrer, Sam. Enfin, je parle. Enfin, on doit les célébrer que de citer les noms des gens, les non-names. Citer les noms des gens qu'on ne connaît pas. C'est mieux de citer les noms des héros parce que même demain, ça va entrer dans l'histoire du Cameroun. Nos enfants vont apprendre et connaître nos héros nationaux. C'est national. C'est ça, nationaux. C'est comme les Français. Nationaux, non. Voilà, nos Français élastiques et Mbombo, chacun tire de son côté. Ok, nos héros nationaux, c'est bon. Même de la chanson, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Francis Bébé, par exemple. Oui, c'est que je connais l'histoire du Cameroun, je connais Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Magellan a fait le premier tour du monde. On appelait... Maintenant, parlant des Camerounais, oui, là, c'est ce que je connais. Okay. Maintenant, pour les Camerounais, au-delà de ce qu'on vient de citer en politique, mais Guy, c'est bien de faire cet exercice aussi, de citer les noms des gens. Si vous en avez, que vous voulez magnifier quand même dans n'importe quel domaine aujourd'hui, vous pouvez citer 2 ou 3 noms, pour que nul n'en ignore. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, voilà. Là, c'est difficile. Vous voulez citer Calix Beyala, par exemple bon, elle est camerounaise. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Mais Guy, prends ton temps de réfléchir. Mongo Betty, oui, de regretter mémoire dans le secteur de la musique, Anne-Marie Nzié. Voilà, donc c'est une artiste que j'admire, même si elle est dans l'au-delà déjà, parce que l'une des rares, vraiment, il y en a beaucoup, hein, mais qui a passé toute sa carrière musicale sans scandale. On n'a pas entendu vraiment de choses et qui, malgré son âge très avancé, avait gardé sa voix. Sa voix très boilotin aussi. Charlon Bango. Oui. Et avant lui, alors, il y avait Cromwell Nzié. Non, on ne connaît pas. Bébé Manga. Je ne sais pas Cromwell. Bébé Manga aussi. Et puis, Prince Yango a cité dans le sport, bien sûr, l'inénarrable Roger Mila. Roger Mila. Donc, et avant lui, il y avait Tokoto. Vous avez oublié Makanaki. Jean-Pierre Tokoto. Même Samuel Eto'o, bien sûr. Tout le monde chante. La suite, quelques messages. On a Dimitri depuis Fougerolles qui nous dit dans un couple, il ne doit pas y avoir de secret, à moins que l'un des partenaires ne soit pas honnête. Mais je pense que chacun a accès au téléphone de l'autre. Cela bâtit le couple.
C'est pas bon. Il y a ce que Charles Hamel a dit, soyons sérieux. Vous êtes colonel quelque part, votre épouse, quoi qu'il arrive, si elle n'est pas au moins commissaire de police, elle ne doit pas avoir accès à votre téléphone. Très bien, la suite des messages. Bonjour, pourquoi ne parlez-vous pas des bombes qui explosent un peu partout à Bamenda? Il paraît qu'une a fait mouche ce matin au point de blesser gravement 2 policiers. On en a parlé en début de semaine, on a fait tout un dossier ici. Alors, on a cet autre message qui nous dit... je ne voudrais pas que mon conjoint ou ma conjointe touche à mon téléphone. C'est juste, si je ne le veux pas, c'est juste pour éviter d'être découvert. Celui qui est dans cette situation doit comprendre qu'il est trompé et supporte parce qu'il a choisi. Bon, il y a le tout jeune Franco qui a chanté que le téléphone a gâté les mariages. C'est un gros problème aujourd'hui. Absolument. Et tu sais que Sam, il y a les hommes ici dehors. On va dire que quand ils insultent les femmes, mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Parfois, tu vois un homme à la maison, quand 20 heures arrive, il piaffe de rentrer chez lui parce que à la maison, il a une personne qui a la rage. Donc, comme le chien qui a la rage. Maman, c'est quand le cœur voit que l'œil fait mal. Apprenez à vous abstenir. Même si c'était l'anga de ton gars, ça fait quoi? L'homme doit avoir même les petites. C'est ce que mon dit souvent. Ah bon? Je m'en bonbon. Non, c'est ça. On ne manque pas sur le nom de quelqu'un qui vit. C'est ce que tu dis souvent, non? Tout à fait. Même si c'est la petite de ton gars, tu faisais d'abord quoi? Pour voir. Tu as vu ce que tu voulais voir. Oh. Merci. Message encore. Ben voilà. Mais donc... ne dis pas que te coupe. Avant, je fouillais moi-même mes sables. Depuis qu'une fille m'a rincé, me parler de ma vie privée en main. C'est vrai. Je voulais dire que je suis Yakuza, non? La fille m'a rincé, ça me suis arrivé de que Dieu du ciel, pourquoi j'ai regardé son téléphone? Depuis, je ne touche plus. Elle avait le trou percé sur la tête comme moi. Je voulais me dire que non, on ne me teste pas. Elle m'a dit les vérités en face. Je suis resté calme, je ne touche plus. Merci. Restez aussi comme moi. Alors, on a Didier Bertrand de Loum qui nous dit la femme n'a pas le droit de fouiller le téléphone de son mari. Elle doit apprendre à gérer son foyer tout en évitant les problèmes et en faisant confiance à son mari. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Tu insultes les gens. Ça veut dire que tu ne respectes même pas ton mari et tu ne l'aimes même pas. La suite. Alors, on a cet autre message qui nous dit, bon, c'est un message de remerciement, hein, qui nous remercie pour tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Et On va donc poursuivre notre œuvre quotidienne, effectivement. Le Zénith qui est satirique, caustique et critique, comme j'aime bien le rappeler. Il s'agit de bousculer les habitudes et de secouer un peu le cocotier dans la plupart des rubriques qui sont inscrites au programme de cette émission. On va donc prendre à présent la revue des réseaux sociaux qui fait un peu le tour des principales actualités telles que vues sur Internet avec vous, Megui. Mais s'il y a encore quelques petits messages, on peut les évacuer à nouveau. alors, on a cet autre message qui nous dit tendance, n'exagère pas dans tes propos. Comment pourrais-tu déclarer qu'avant de se marier, tu es sûr que chaque femme est déjà sortie avec un homme marié? Personnellement, je ne l'ai jamais fait, car cela ne rentre pas dans mes valeurs morales et principes. C'est que ton mari était ton premier homme. Parce que la majorité, apprenez à nous dire des vérités, Sam. Les femmes aiment trop ça. Que qui, maman, qui sortit avec un homme marié? Vous voulez me dire quoi? Les jeunes qui sont dehors, les araignées qui piquent les maris des gens là, elles font comment? Maintenant, comme ça à la télé, vous allez envoyer le message pour dire que oh, je suis jamais sorti avec un homme marié. Vous sortez avec les hommes mariés. Hey! Non, Megui, je vais donner 10 000 francs que c'est sa part. Voilà, donc Céline nous dit, et si une femme envoie un message à ton mari et par la suite, elle t'insulte en te disant n'importe quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Elle m'insulte comme ça pour rien. Donc tu envoies le message à mon mari, je vois tu m'insultes pour rien. Je laisse. Mais il ne faut pas encourager non plus, tendance, c'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il y a des messages en rapport avec l'histoire du jour, la colère plutôt? Je voudrais parler de la décentralisation, par exemple. Parce que tout le monde réagit seulement sur... Parce que les Camerounais sont très champions dans les histoires de couple. Ils réagissent que sur des choses qui concernent le téléphone. Bon, il y avait un très bon sujet tout à l'heure sur la décentralisation au Cameroun. On aimerait pouvoir lire vos messages là-dessus également. Par exemple, ils ne se rendent pas compte que les sénateurs représentent la décentralisation. Donc en fait, c'est même pas aux députés, c'est aux sénateurs que nous devons tous nous accrocher pour leur dire que les routes
on n'a pas l'eau, on coupe le courant électrique à tout moment, il n'y a pas d'accès. Et ça va poser la question même de ce Sénat, finalement, à quoi sert-il? On a déjà... ce Sénat, effectivement, et que nous nous apprêtons encore à renouveler le Sénat, je ne sais pas en mars ou en avril l'année dernière. Donc, il faudrait regarder quelle orientation la décentralisation nous apporte au Cameroun. Donc, vraiment, chers compatriotes, réagissez. Voilà donc Hervé Carlos Yatier depuis notre page Facebook. Bonjour au plateau, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître pour dire que le Cameroun finira par connaître son histoire. Alors, ces hommes politiques doivent arrêter des discours vains à la nation. Je pense qu'en dehors des livres où ils doivent matérialiser la véritable histoire du Cameroun, les partis politiques doivent être un socle véritable d'éducation et un catalyseur de la jeunesse vers la nation nouvelle, unie, indépendante et souveraine. Ça, c'était en rapport avec le sujet de l'invité, oui. Voilà. Donc, je lis les messages que je vois. Hein, donc un dernier message, alors, un tout dernier, avant la revue, finalement? Oui, Elvis, j'aimerais savoir exactement si la promesse des ordinateurs est un programme qui est toujours en cours. Voilà, on va donc vous laisser le soin de reparler de ça, puisque ça fait partie de votre menu dans cette revue. Tout à fait, Sam Sévérin. Et donc, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit? On sait très bien que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est présent dans la ville de New York, aux États-Unis, depuis le dimanche 17 septembre 2017, dans le cadre de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, au siège même de l'ONU à New York. Il en ressort cependant que le président Paul Biya, pour des motifs non élucidés, n'a pas pris part à la réunion donnée par Donald Trump consacrée à la réforme de l'ONU. Il a plutôt envoyé le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Voilà. Oui, cher Lamel, sur ce débat concernant la participation camerounaise à cette 70e Assemblée générale, c'est vrai que la délégation camerounaise était composée seulement de quelques personnes, hein, une dizaine de responsables de très haut niveau. Au-delà du directeur du cabinet civil, il y avait le contre-amiral, M. Fouda. Le seul ministre vraiment en tant que ministre, hein, bon c'est vrai, il y en avait quelques-uns, c'est M. le jeune Mbela Mbela qui a donc dû le représenter. Et Belinga et Boutou. Oui, Martin Belinga et Boutou, oui, le DCC que j'évoquais tout à fait. Oui. Alors, il faut dire que lorsqu'on a passé le temps à jouer, à pratiquer la politique de la chaise vide, qu'est-ce qu'on va aller dire à un rendez-vous comme celui-là? Il faut dire que depuis 1900, il est bien révolu le temps où on plaçait, le Cameroun plaçait la majeure partie de ses dignes fils, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit au niveau de la BAD, c'est très loin. Donc aujourd'hui, il y a une certaine lecture qu'il faut faire, n'est-ce pas, de l'ensemble politique à l'international pour pouvoir se permettre et dire un ensemble de choses. J'ai bien peur de vous dire que le Cameroun semble être un peu déphasé sur l'ensemble. La preuve, que font nos différents ambassadeurs? Tous ceux qu'on a nommés comme ambassadeurs, les oubliés de nos représentations consulaires qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais pu bouger. Là, l'Espagne, s'il fallait parler d'une question propre concernant la zone de l'Espagne, on aurait dit quoi? Quel est l'ambassadeur de ce côté? Est-ce que celui-là, Mbargangele, même s'il était maintenu, pouvait encore gérer un certain nombre de situations? Et on a souvent eu un représentant là-bas. Je ne sais pas celui qui est en poste. Moi, je ne sais pas. Pour dire, Sam Sévérin, que c'est l'ensemble de ces représentations diplomatiques qui, à travers les différents rapports qu'ils adressent, on essaie de faire le bilan, la température, comment ça se passe. Lorsqu'on va avec un message précis, il a fallu qu'il décale son voyage pour recevoir un directeur adjoint au Cameroun, qu'il se déplace, qu'il s'en va pour dire quoi, faire quoi, à un moment donné où il y a une forte tension, une tension vive au niveau de l'international. C'est pour défendre quel type de position? Je me pose tout un tas de questions et je me dis finalement, est-ce qu'on ne gagnerait pas tout simplement se taire, Sam Sévérin, et mettre la queue, comme on dit au village, entre les jambes et faire profil bas? Alors, tendance, il y a par contre Mme Chantal Biya qui, elle a été reçue aussi par l'épouse de Donald Trump, c'est ce qu'on a appris. Elle a pris part à ce déjeuner offert donc par la toute jeune Melania Trump. Oh, félicitations à mon pater. Félicitations, papa, je t'encourage. Comme tu n'es pas parti. Pour la première dame, je t'encourage comme tu es parti parce que c'est entre nous les femmes. Vous voulez que mon père va voir le président là pour qu'on l'accueille avec le chien comme la dernière fois, le président français a accueilli notre président africain avec le chien? Non, 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 non. Et ce qui me plaît sur mon père, c'est qu'il voit le mal à distance.
Maman, tu te souviens, non? Oui, tout à que fait. le président français Macron, avait oui. reçu un autre président africain avec le chien. Alors, comme ces blancs-là aiment trop se moquer des noirs, ils nous appellent souvent les nègres, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Comme mon père n'est pas parti, je l'encourage, papa. Merci comme tu n'as pas bougé, non bougie. Je suis derrière toi. Qui ne sait pas si lui, on devait le recevoir même qu'avec la chèvre. Peut-être c'est avec la chèvre qu'on devait l'accueillir à l'aéroport. Il n'a pas bougé. Et vous l'attendez, c'est où il ne vient pas. Où vous n'attendez pas mon père, c'est où il agit. L'homme doit être... Disons qu'il est déjà sur place, il n'est pas simplement allé au Non, rendez-vous. mais c'est bien comme ça, même s'il est sur place, qu'il n'est pas parti, c'est bien. L'homme vrai doit vivre imprévisible. C'est pour ça que je t'aime. Merci. Oui, non, moi je m'inscris sur la lignée que nous a déclinée ici Mme Robinchon quand elle partait. Elle a accordé sa dernière interview en disant que le Cameroun appuie la voix de la France dans le Conseil des Nations. Donc, comme disait Charles Hamel, le Cameroun n'a plus de voix sur le plan international. Il vient appuyer ce que la France fait. Et maintenant, Macron a donné la voix de la France qui est contre la voix des États-Unis. D'abord, les États-Unis voudraient qu'on renégocie les accords nucléaires, qu'on renégocie ci et ça. Les accords sur le climat aussi. Voilà, sur le climat. Et le président bien a donc estimé que s'il y allait, peut-être que le jeune homme, vous l'appelez jeune homme en France, mais lui, il le considère comme son patron. Hein. Donc il dit, si je vais là-bas, je risque d'être interprété comme si j'étais contre la voix de la France. Donc, mieux vaut que j'envoie un représentant. Alors, finalement, est-ce qu'il y a une politique américaine vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les Oui, penser? oui, tout à fait. Et Donald Trump l'a dit clairement, l'a dit, les Américains sont en train de faire du business, de se faire de l'argent en Afrique. C'est ça qu'il a dit. Donc, les entreprises américaines sont en train de se faire de l'argent en Afrique et je vous prie de les aider dans ce sens. Donc, vous voyez, ça renvoie à un discours qu'on entend souvent dans les discours de coopération. On dit les entreprises pour le développement en Afrique. Et nous, les Africains, nous ne comprenons pas souvent ces subtilités. Eux, ils parlent du développement en Afrique. Nous, nous voyons le développement de l'Afrique. Alors qu'eux ne viennent pas développer l'Afrique. Nous parlons de leur développement en Afrique. Donc, je pense que là, même celui qui représente le mieux leurs intérêts, le président Ouattara, et je pense qu'il a très bien compris. Et ça, que les Camerounais ou alors les Africains ne se disent pas demain que les entreprises occidentales qui viennent ici viennent pour développer l'Afrique. Non, ce n'est pas le cas. Alors, mais quelle est la perception que vous avez de la participation du Cameroun à cette rencontre? Parce que ce n'est pas la première fois que M. Biya s'y rend. Alors, pour 2017, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on peut attendre? De spécifique qu'on pourrait attendre, écoutez, Sam Sévérin, déjà c'est une surprise même qu'il s'y soit rendu. Et maintenant qu'il est à New York, on se demande bien pourquoi est-ce qu'il n'assiste pas aux rencontres avec le président Donald Trump. Je ne sais pas s'il y a eu des actes qui ont été posés précédemment qui ont pu installer un malaise. Peut-être c'était l'occasion aussi pour qu'il aille se reposer. Vous savez, bon, c'est quand même déjà quelqu'un d'un certain âge. Donc, non, M. Biya n'a plus, disons-le quand même, tout le physique nécessaire, toute la forme nécessaire pour aller à tous les rendez-vous. Il n'en demeure pas moins, moins que c'est une sortie officielle. Oui. C'est une sortie officielle, donc en principe, il devait assister à cette réunion. Pourquoi se rendre à New York? Et maintenant, une fois sur place, on ne peut pas assister à la réunion avec les autres chefs d'État et puis le président du pays hôte. Moi, je trouve quand même que, sauf s'il y a eu un malaise précédemment, mais c'est quand même une faute Une faute parce que le ministre ne peut pas peser du même poids que le président au cours de telle rencontre. Et le président étant en terre, sur la terre américaine. Tout à fait. Voilà, donc je trouve qu'il y a peut-être un problème et peut-être que les enquêtes nous révéleront exactement ce qui s'est passé. Voilà, on sort de ce sujet, oui. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, qu'il y a une question qui interpelle de premier chef l'ensemble des Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore au fait de notre diplomatie? Je pense qu'il serait temps qu'on commence à s'intéresser à ce dossier. Je vais taire le nom d'un représentant, n'est-ce pas? Il est encore au gouvernement, il est encore en fonction au gouvernement, qui un jour a eu à dire, à lâcher comme ça, c'était un offre, que plusieurs fois on les envoie comme représentants. Lorsqu'ils arrivent, il faut prendre des décisions concernant le Cameroun et qu'on demande leur avis. Ils ont besoin de demander 5 minutes pour se mettre à l'aise, aller prendre le téléphone pour composer, appeler au Cameroun pour dire voilà ce qu'on dit, on fait comment. Soit travailler avec des téléphones ou les secrétaires, on envoie rapidement les SMS pour demander quelle est l'attitude à faire. Est-ce que ces différents représentants ont le droit de signature
pour une action qui engage le Cameroun. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre position? Il faut se poser autant de questions. Ça remonte un peu de loin. Permettez, justement, le ministre Moukoko Mbonjo a été révoqué du gouvernement alors qu'il s'apprêtait à monter sur la tribune des Nations Unies. Avec le message porté que lui a donné le président de la République. Une minute avant qu'on lui a dit non, vous n'allez plus passer. Donc ça remonte à très loin, le discours de Daniel Kemajo à la tribune, de Ruben Oumniobé. Je pense qu'il faudrait qu'on réinspire la jeune génération pour... Merci. Deuxième information. Voilà, un tour sur les réseaux sociaux nous fait constater également que les internautes parlent beaucoup de la construction du stade de Japoma, donc qui traîne de la patte, hein, il faut le dire, les travaux d'avancement, l'avancement des travaux de construction de ce stade-là ne vont pas très vite. On se demande bien, alors à moins de 19 mois de la CAN 2019, est-ce que ce stade qui devra contenir 50 000 places pourra être prêt? Et il faut dire aussi qu'autour de ce stade, on aura 2 stades d'entraînement, une piscine, des cours de tennis, des parkings et espaces paysages, ainsi qu'une annexe de l'Académie nationale de football. Très bien. Alors, disons-le très clairement, si c'est pour la CAN, il faut d'abord commencer par se dire que le Cameroun n'est pas sûr d'abriter la CAN 2019. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis, puisqu'il va y avoir des missions d'inspection qui diront finalement, au regard de l'état d'avancement des travaux sur le terrain, au regard du dispositif infrastructurel camerounais, au regard de, on va dire, l'hôtellerie camerounaise. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a eu 47 hôtels qui ont déjà été présélectionnés. Si tout cela va nous permettre de bénéficier de cette confirmation-là. Maintenant, sur le stade, hier, il y a eu effectivement visite guidée de la presse sur le site avec les assurances du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage turc, qui précise qu'ils vont livrer la société turque Yenigun. Voilà. Ils ont dit que la Coupe des Nations commence en juin 2009 et vont livrer le stade en septembre 2018, puisque ce sera à quelques... près d'un an avant. Alors, vous y croyez, vous, si vous passez par là, par ce site avec les images qu'on a? Mon problème n'est pas de croire ou pas, Sam. Je ne voudrais pas qu'on abrite cette Coupe des Nations. Parce que je voudrais que cet argent qu'on va mettre pour la construction de ces stades soit réservé pour la construction même s'il y a un stade, moi non plus, je ne veux pas de cette Coupe des Nations. Maintenant, on peut avoir un stade. Finalement, puisque Douala n'a plus de stade du tout aujourd'hui, donc ça peut être là, même si on finit les travaux en 2025, il n'y a pas de souci, mais qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Vraiment, on ne court plus par rapport à la CAN aujourd'hui, parce qu'on est très très en retard par rapport au délai. Charles Lamé. Alors moi je pense que les différents responsables de ces entreprises, et peut-être même certains membres du gouvernement qui sont associés à ce projet, possèdent la lampe d'Aladin, où il faut faire 3 vœux. Le premier vœu, c'est rentrer dans le subconscient des Camerounais. Il a dit que ce stade sera bel et bien construit. Le deuxième, c'est réussir à bouger tous les génies du monde mystique pour construire la nuit, pendant que les autres dorment, et ne parvenant même pas à bouger d'une seule semaine. Et le dernier, c'est attendre le jour de la CAN et blaver les yeux des Camerounais avec le 3e génie pour leur faire croire que ce stade est fini, alors qu'il n'en sera pas. Donc pour dire, Sam Sévérin, que nous on est en train de rêver, vraiment on rêve, et on aime bien ce jeu de rêver. Sauf que ce sont les Blancs qui nous rassurent, ce sont les Turcs pour Japoma, et Yaoundé c'est l'ambassadeur d'Italie. Ils nous ont dit que le matériel est arrivé, était en route avec les conteneurs. 2 semaines après on était assis, lorsqu'on a vu, on nous a montré comment on déchargeait 3 conteneurs. Aujourd'hui on a de nous montrer un espace où on ne voit même pas, on ne voit même pas le matériel, le pseudo-matériel. Est-ce que véritablement on va voir à la fin cette affaire sortie du ciel, l'Italie, où les matériaux préfabriqués, c'est où? On se rappelle que quand Ganou Djoumé, le ministre Ganou Djoumé nous avait promis des ponts métalliques en préfabriqués qui ne sont jamais arrivés jusqu'à aujourd'hui pour remplacer, rappelez-vous, les 360 ponts. Jusqu'à aujourd'hui, on attend les ponts préfabriqués. Des super menteurs. Des ponts véritablement. Tendance n'est pas du tout d'accord avec comment les Camerounais sont. Voilà, c'est ça. Vous voyez l'homme noir, l'homme camerounais. Vous avez bavardé ici, où est-ce qu'il y aura la CAN au Cameroun, où est-ce qu'on va travailler? Maintenant qu'on commence les travaux, vous mettez la pression. Vous savez comment ils font pour construire ça? Mais quand vous allez parler vite, les gars vont aller faire le foumafoum, le vite, demain ça va s'écrouler, on va encore les accuser. Quand le blanc lui-même prend la peine de dire que ne vous inquiétez pas, on va vous livrer le stade à temps. Vous commencez à... Vraiment, cher Camerounais, apprenez à être patient. Si moi-même je n'étais pas patient dans la vie, c'est que je suis morte. Pourquoi pas? Je sais pourquoi il dit ça. Il faut être patient
prendre le temps d'écouter. Il ne faut pas toujours être en train de quand vous bougez, c'est pas bien. Ça avance quand même, on peut voir. Ça avance. Vous voulez le beurre et ça l'argent. avance lentement. C'est ce que vous voyez. Moi, je vois que ça avance bien. C'est que ce sont vos yeux. En tout cas, on a pu lire déjà que le maître d'œuvre même était assez incertain parce qu'il aurait affirmé que la société turque n'avait, je crois que c'était son premier marché en termes de construction de stades. Donc voilà, donc, autant de doutes quand même que suscite cette société turque Yenigun Construction. Très bien. Donc, par rapport à la CAN, disons, les tendances, nous n'avons rien. On a même besoin d'avoir une vraie CAN dans notre pays. Puisqu'on n'a plus le temps, nous, Camerounais, d'aller tout le temps dans d'autres pays. Mais en une trentaine d'années, on aurait bien pu penser que le Cameroun mérite aussi de construire ce stade-là et d'organiser la CAN. Est-ce que vous voulez laisser alors, Sam, vous les Camerounais, est-ce que vous voulez laisser alors construire doucement? Quand vous mettez la pression, même sur les réseaux sociaux, vous écrivez, ça les stresse. Les gars arrivent même sur le terrain, ils n'arrivent même pas à arrêter un parpaing. Même un sac de ciment, ils vont même confondre les nombres de sacs de ciment qu'on met pour une brouette, pour la brouette. On ne va plus les stresser alors. Voilà. Non, mais je sais que c'est le cas de 2017. qu'on a réceptionné au port de Douala, 3600 tonnes de matériel. 3600 tonnes, c'était le 4 août 2017 qu'on a réceptionné 3600 tonnes de matériel devant accélérer les travaux. Je ne sais pas si lorsque je vois ce chantier, c'est les ciments ou c'est le fer. Il pleut même, vous ne voyez même pas la pluie. Ou c'est le sable qu'ils ont fait venir. Ils font même ils fournissent des efforts. Très bien, on a compris. Il pleut même. Troisième info. La troisième info, donc on parle à nouveau des ordinateurs promis par le chef de l'État aux étudiants camerounais. Une autre date publiée relative à la distribution de 500 000 ordinateurs promis par Paul Biya aux étudiants. Il s'agit cette fois de novembre 2017, la date qui a été annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Donc les étudiants sont de plus en plus préoccupés justement par le retard que prend cette opération. Et le gouvernement ici émet donc la raison selon laquelle voilà, le premier lot d'ordinateurs est composé de 80 000 laptops fabriqués par la société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering Co. Voilà. Le membre du gouvernement, Jacques Famundongo, a rappelé également que la fabrication des ordinateurs se poursuit à Shenzhen, en Chine. Autre annonce en dehors des étudiants de l'année académique 2016-2017, initialement concernés, ceux de l'année 2017-2018 seront désormais comptés parmi les bénéficiaires. J'ajouterai 2018-2019. Il faut pas oublier. Donc même les gens qui vont avoir le bac cette année, pour aller à l'université l'année prochaine. Et la rentrée universitaire, c'est en octobre. Hein. Alors, il faut dire, Sam, qu'ils ont dit 80 000 ordinateurs qui seront... Non, ça veut dire qu'il va rester 420 000. C'est le premier lot qui vont être distribués étape par étape sur l'ensemble territorial camerounais. Alors, lorsqu'on divise 80 000 par 10, ça fait combien d'ordinateurs qui seront donnés par université? Sam Sévérin, j'estime qu'on est en train de jouer. Famundongo s'est approprié, le ministre Famundongo s'est approprié d'un projet qui n'était pas le sien. Je pense que l'initiateur du projet et le conseiller en chef qui a matérialisé ça sur le papier, poussant le chef de l'État à prendre une promesse, ne s'est pas rassuré d'un ensemble de choses. Hier, on a eu le doyen ici qui nous a fait comprendre que c'était un projet républicain tenu par le ministre. Oui, c'est bien beau d'attendre, mais un projet républicain ne met pas autant de temps. On a vu ce qui s'est passé avec les différents, parce qu'on a dit que c'est une banque qui a accordé les prêts, il y a toute une procédure. Où était donc l'urgence d'annoncer cela aux différents étudiants? Où était l'urgence d'annoncer? Vous n'avez pas encore fait les procédures, vous n'avez pas achevé les procédures, vous n'avez pas d'argent. Où était l'urgence de dire à tout le monde, on va vous donner des ordinateurs? Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir au deuxième degré, hein, moi j'ai fait une lecture, d'une mesure simplement de type électoraliste? C'est-à-dire on peut très sincèrement retarder on va dire, la livraison pour que ça soit fait à quelques mois des élections quand même. Non, au dernier moment. Que ce soit retardé ou pas, tel que c'est fait, Sam, c'est électoraliste. Le chef de l'État a dit pour les étudiants de l'année académique 2016. Or, nous sommes là déjà en 2017-2018. Et on dit, et c'est 80 000 seulement. C'est-à-dire qu'on pourrait échelonner. Et d'autres choses, le plus important, c'est que quand il fait cette promesse, il n'a pas l'argent entre les mains. C'est une promesse de la coopération chinoise à travers Exim Bank China qui devrait financer.
Comment lui, il promet donc, sachant que le financement n'est même pas encore là. Voilà, c'est en train de faire une annonce pompeuse, sachant que le financement n'est pas là. Et la fabrication d'un ordinateur, je m'y connais pas trop, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique en 2 jours. Un ordinateur quand même, et surtout 500 000 ordinateurs, même si on les fabrique en série, c'est au moins 1 an. Donc là, effectivement, je partage votre point de vue, c'est électoraliste. Et les 80 000 qui vont arriver là en novembre, si jamais ça arrive, on va les répartir dans les 10 régions et chercher, je ne sais pas, peut-être 4 étudiants par filière, les meilleurs, ou alors, selon un calendrier, j'allais dire un choix, qui les récolte et distribuer. On a quand même... Voilà, Sam. Comme maintenant... 15 secondes. Vous voulez qu'on travaille, non, on va travailler. La prochaine fois, on va vous surprendre. On ne vous dit plus rien. Vous restez là, on vous surprend parce que j'ai comme l'impression qu'on vous dit qu'on doit faire. Vous mettez encore trop de pression. La prochaine fois, attendez vos surprises. Oui. Voilà, mais Guy, il s'agit quand même de respecter la parole donnée aussi, parce que le politique ne parle pas en l'air. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Hein. Tout à fait. Donc, on espère que ce ne sera pas une autre promesse non tenue de notre gouvernement. Parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été respectées de la part de notre gouvernement. Encore qu'il y a des téléspectateurs quand même qui, depuis un moment, envoient des messages où ils nous disent que pour ce qui est de l'opération de justement la distribution de ces ordinateurs-là, il y a dans certaines zones où on demande aux étudiants de donner une somme de 10 000 francs. Bon, je ne sais pas si l'information est avérée, mais c'est des téléspectateurs qui nous écrivent et qui nous demandent si, dans nos investigations, est-ce que c'est normal que cela se fasse. Voilà. Voilà, on va poursuivre la petite enquête autour de ce débat. Merci beaucoup. La suite à présent, on prend interpellation. Je pense que le gouvernement peut créer des grandes plantations. Des plantations où on peut embaucher beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de pays qui sont développés grâce à l'agriculture. Je pense que si on le fait dans ces pays, il y aura un très grand changement. Je vise seulement l'agriculture, rien que l'agriculture. Nous avons beaucoup d'espaces vides, beaucoup de forêts où on peut abattre les arbres et créer des plantations. Je suis sûr qu'avec ça, le pays peut changer. Le retour à l'agriculture, les plantations, bon, ça peut faire changer le pays, pense ce compatriote. Tendance, est-ce que c'est ton avis aussi? Oui, oui, j'embrasse son avis, Sam. Tu sais que la terre ne trompe pas. Depuis la dernière fois que mon père dit que la terre ne trompait pas, les Camerounais se sont jetés, oui, à la terre. Ils se sont jetés en brousse ou encore se sont jetés dans les plantations et ça marche. Vous avez vu Papa Samba, il a montré que la terre ne trompait pas. Parce que c'est la terre qui a pu la construire. Les maisons que vous avez vues, je ne sais pas si c'est les maisons, le village que vous avez vu la dernière fois que les gens ont montré sur les réseaux sociaux. La terre ne trompe pas, c'est une bonne proposition. Je t'encourage, mon frère. Moi, je serais prête même d'arriver comme ça, soit peut-être dans mon village, ou un champ que l'on m'a donné. Je mets moi les tomates là-bas, ou encore les plantains. Je sais qu'à la fin, quand il va récolter, ça va me donner beaucoup d'argent. Et la terre ne trompe pas. Bon, est-ce qu'on ne peut pas prendre cette proposition telle qu'elle est, tout simplement, oui, que les gens retournent à la plantation? Oui. Absolument, Sam. C'est d'ailleurs ce que le chef de l'État a voulu dire. Mais sauf que, comme vous nous disiez tout à l'heure, ces annonces ne sont pas suivies de faits. C'est en 2012 qu'il lance le projet Agropole, qui envisageait effectivement l'exploitation des terres pour certains produits, qui étaient d'ailleurs à ce moment, j'allais dire, répartis dans des zones agricoles bien précises. Et il était question de mobiliser 9,6 milliards de francs. Et de 2012 à aujourd'hui, je ne vois aucun projet Agropole qui soit mis en place. L'autre chose qui va dans cette incongruité, c'est qu'au lieu de confier le projet à la Chambre d'agriculture, c'est plutôt la Chambre de commerce. Et c'est la Chambre de commerce qui nous avait annoncé un champ expérimental de manioc à Mbam. Manioc de 2e, de 3e génération. On ne sait pas où est allé ce champ aujourd'hui. Finalement, le père de tendance a commencé à dire que non, et que les jeunes retournent dans l'agriculture. Les jeunes, quels jeunes? On n'a pas de portion de terrain. Ils savent aller où c'est les mêmes milliardaires en ville sont rentrés au village, ils ont pris toutes les terres. Donc c'est lui qui doit donc, comme disait le compatriote, arracher ces terres-là et nous remettre dans ce qu'il avait laissé, les zones
d'appui prioritaire pour l'intégration agricole. Oui, Charlemagne. Sam Sévérin, que vous soyez à SC, que vous soyez à Hawaï, à Bonis, Yabassi, que ce soit en Kouaban, que vous soyez du côté de Zoïtele ou alors de Sa, Monatele, vous allez vous rendre compte que la majeure partie des grosses plantations qui existent jusqu'en Kilizok appartiennent à ces mêmes gens. Quand on dit aller au champ, ne les suivez jamais. Ils sont déjà au champ avant vous. Quand ils vous demandent d'aller au champ, si on vous dit faites de la politique, n'allez pas. Parce qu'ils ont déjà assis toutes les bases. Quand on vous demande d'arriver, c'est parce qu'on a verrouillé tout. Lorsque vous arrivez, on vous dit comme un enfant, assieds-toi là, tu restes, tu regardes, vois comment faire et initie-toi. Vous dites quoi, Sam Sévérin? On connaît les grands bassins de production au Cameroun, c'est pas ignoré. Il a fallu qu'on bavarde ici sur l'émission Zénith pour que le ministre le Minader se lève un matin pour dire qu'il a supprimé 15 projets inactifs. Et c'est les projets qu'on avait touchés dans ce studio, qu'on décriait justement que ça engloutit de l'argent inutilement. Nous avons le projet Risséou, on a Sancho, on a Babichoua, on a les zones dans le Garoua, on a plein de zones où on peut faire du riz, c'est pas ça. Le Macabo, nul n'est prophète pour savoir qu'ici à Longas, dans toute la zone de Longas, Lombardier, toutes ces zones, on fait du bon, vous plantez le Macabo de ce côté, le manioc, vous avez des maniocs qui ont mon bras. Pourquoi ne pas envoyer des jeunes se lancer là-bas? Il faut limiter la pénétration étrangère dans nos différentes plantations. Ça vient de partout, Guinée équatoriale, Gabon, tout ça rentre dans les champs, ça paye. Les produits limitants, créant une spéculation sur le marché. Le ministre de Commerce est où? Voilà, je crois, Megui, que Charlamel a bien surrésumé la situation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, peut-être dire qu'il ne suffit pas d'encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Il faudrait que l'État mette justement des moyens pour faciliter et rendre plus productive cette activité. Parce que quand on se rend compte qu'il y a un tombeau, alors un cimetière des tracteurs du côté de la région du Sud, voilà, et Boloba, plein de tracteurs qui sont abandonnés à eux-mêmes, alors que les jeunes qu'on encourage travaillent encore de façon archaïque. Pour quelle production, on ne sait pas. Alors, il faudrait penser, si vous voulez une agriculture prospère, pensez peut-être à justement rendre les routes praticables pour que les cultures soient mieux transportées. Voilà, mieux transportées. Vous encouragez les jeunes à se lancer quelque part et vous ne mettez même pas les moyens en place. Voilà, moi je dirais qu'il faut quand même que les jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire en ville et qui s'entassent dans des petits métiers qui ne leur apportent rien, ou bien même tenter de rentrer dans le grand banditisme, ou alors faire de la moto de façon désordonnée, ils peuvent retourner au village. Oui, même si tous ceux-là, comme vous l'avez dit, ont déjà pris les plus grandes terres. Je pense aussi que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas beaucoup travailler à la main, même si cette agriculture peut être mécanisée par la suite. Ayez déjà le courage de le faire, parce que ça produit quelquefois d'importants bénéfices. Tout le monde veut rester en ville, même si on n'a rien à faire en ville. Donc, moi, j'assiste à des choses incroyables dans des quartiers populaires ici, où il est préférable, moi je dis, de rester au village. D'aller travailler la grippe aviaire. Est-ce que vous savez qu'on finit la grippe aviaire n'a servi qu'à certaines grosses pontes de ce régime, où on a décimé tous les cheptels des jeunes gars qui se lançaient, qui pouvaient rivaliser avec ces gars. On a tué tout le système pour eux, Sam Sévérin. Ils ont les moyens de la politique. Ne demandez pas aux gens d'aller souffrir. Laissez-leur faire la benzine. Laissez-leur faire la benzine. Venez à Douala, venez à Yaoundé, venez faire votre benzine. Moi, Charlemagne, je suis pas d'accord. Les jeunes à Bafoussam. Parce que la ville ne doit pas être non plus un dépotoir quand même. Mais les jeunes à Bafoussam avaient leur peine, on a tout détruit. Quelle opportunité. À l'époque, il y avait des jeunes dans les villages, mais maintenant, ça offre quelle opportunité. Bon, quelle opportunité a-t-on donc en ville aussi, dans les conditions précaires qui sont celles qu'on connaît? On peut dormir à la station, on peut porter 3 personnes, on peut laver sa moto dans un ruisseau. On peut tomber malade, acheter au poteau, mais c'est ça, c'est eux qui veulent. C'est ce pays-là que vous voulez. C'est la CAN 2019. C'est très bien, c'est l'African Shopping Complex. C'est l'État. African Shopping Complex, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SC Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SCR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail.
African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup. On va donc accueillir Scola et Simone Coco pour la présentation de African Shopping de ce jeudi. Bonjour. Good morning, Sam. Good morning, dear televiewers of Equinox Television. Welcome to African Shopping Complex International, the home of SRO Karambola and total satisfaction. We are here this morning with our magnificent products from the company, and Simone Coco is going to tell us more about our product. Over to you, Simone. Bonjour. Over to you, Simone. Ça, vous voulez dire quelque chose? C'est ce que j'ai dit, over to you. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, African Shopping Complex International, la maison du bien-être est spécialisée dans le massage, dégraissage, esthétique générale, harmonie du couple. Un prêt-à-porter purement fourni aux vives couleurs africaines. Ce matin, nous allons parler santé. Alors, au quotidien, nous sommes confrontés, nous sommes en contact avec des appareils, presque par le téléphone, tout le monde en a un. Cet appareil donc émet des ondes magnétiques très dangereux pour notre santé. Comment les éviter? Voici la réponse à la question. Notre nouvelle carte anti-radiation, très discrète, sophistiquée et légère. Elle protège votre corps des ondes magnétiques, facilite le sommeil, préserve le cerveau du cancer et le corps de l'hypertension et facilite également la communication. Il suffira tout simplement de le sortir de son étui et de le coller derrière le téléphone. Il permettra également d'une certaine manière de protéger votre corps tout entier. C'est votre sécurité qui est assurée dorénavant avec cette carte magnétique, cette nouvelle carte anti-radiation. On va en parler d'un autre type de santé sur ce plateau. Il s'agit de la santé du cheveu. Beaucoup de personnes maltraitent leurs cheveux. Cassure, vieux, calvitie, cheveux mal entretenus et hyper déshydratés. Vous avez désormais le Hair Nurturing qui est composé d'un shampoing et d'une lotion pour cheveux qui permet justement de nourrir votre cheveu et de l'hydrater à profondeur, le faire pousser et lui redonner son éclat naturel. Même si la zone était déserte n'importe comment, ce magnifique produit permettra tout simplement de faire pousser le cheveu à l'endroit concerné. Redonnez-lui donc dorénavant à vos cheveux, mesdames et messieurs. On passe à la propriété générale du corps. Nous avons à African Shopping Complex International une magnifique gamme, la gamme SR Karambola. Alors cette gamme est composée de gel de douche et d'un savon. Le gel fait à base de sel de mer, de miel et de collagène. Le savon fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel. Ils permettront tout simplement de nettoyer votre peau, de la gommer, de l'hydrater et de la protéger des impuretés, des infections et la mettre à l'abri des mauvaises odeurs. Nous avons également des savons intimes parce qu'on le sait, la partie intime est très délicate et donc nécessite un savon particulier. Pas besoin du savon de toilette ou alors du savon de ménage pour nettoyer cette partie-là. Vous avez donc sur ce plateau les savons intimes féminins, le Femtag et le Virginity Soap qui assureront votre propriété intime, élimineront les pertes blanches, les mauvaises odeurs, surtout en période de menstrues et d'une certaine manière vont resserrer les muscles intimes pour plus de plaisir. Alors les hommes ne sont pas mis à côté. Les hommes sur ce plateau, vous avez le Men Soap qui permet également de nettoyer la partie intime masculine, protéger des boutons, des hydratations et redonner également les formes à l'homme en longueur et à largeur. Donc s'il y a des dames ou des hommes qui aimeraient se sentir beaucoup plus hommes, n'hésitez surtout pas. On termine avec la phase de dégraissage. Il s'agit bien sûr du SR Hot Shaper. On a longtemps rêvé d'avoir un ventre plat, une silhouette de rêve. On en a marre des chemises qui franchement débordent, des robes qui ne sont pas bien moullantes parce que voilà, il y a des dodanes qui débordent de partout. Vous avez le SR Hot Shaper qui permet d'affiner votre silhouette en vous aplatissant le ventre. Il brûle tout simplement les graisses abdominales et vous permet de retrouver votre silhouette de rêve. Alors tous ces produits, où est-ce que vous les retrouvez? À l'international, nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Nous sommes à Cotonou, Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Au Cameroun, nous sommes à Douala, BP Cité, derrière la Totale, en face paroisse Christ-Roi. Nous sommes à Yaoundé, face Garantie Voyage Sam, très prochainement à Bamenda. Et pour les autres, vous pouvez faire des commandes par appel direct 677 42 11 00 656 03 00 44. Les produits vous seront acheminés via agence de voyage. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Merci beaucoup pour cette brillante séquence. On va poursuivre avec un intermède en guise de message avant d'accueillir Grand Bazar.
et aller conclure ce programme. Megui. Voilà donc, merci Sam. Depuis notre page Facebook, on a Agnès Pierrette de Bordeaux qui nous écrit: le téléphone portable est le pire ennemi de tous. Chacun se croit rusé derrière ce petit appareil. Mais un homme qui se respecte, même si son téléphone est privé, donc interdit à sa femme ou compagne, il doit se garder d'y laisser tous des messages gênants susceptibles de le nuire. Car on ne sait jamais. Ça s'appelle se respecter soi-même et par ricochet respecter l'autre. C'est vrai. C'est la femme qui doit intégrer que le téléphone de mon mari, je ne le touche pas. Ben, c'est plus simple comme ça. Il faut aussi s'investir à ne pas susciter le doute chez l'autre. Le bon, c'est de voir et d'insulter les gens. Message. Sébastien Eloumou, pour ma part, à propos du stade, vu le retard des travaux, même si ce stade de Japoma paraît fini aux yeux du peuple ou quoi que ce soit, je doute fort qu'il puisse m'être long. Alors, au lieu de s'empresser pour cette pseudo-canne camerounaise, autant mieux prendre du temps pour construire l'image, pour l'image du pays. Également, à propos des ordinateurs, il nous dit pourquoi nous promettre des ordinateurs quand on n'est même pas prêt à tenir cette promesse. Tout ceci me semble politique, comme les promesses antérieures. Merci beaucoup. On passe donc à la deuxième présentation de notre partenaire qui commercialise les motos et tricycles de marque Nanfan et Linfan. Oh, du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, merci de nouvelles révélations donc autour de cette campagne. Encore une fois, dans ce studio avec le chargé de la communication, Monsieur Tambo. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de... Voilà, vous parlez plus fort qu'on vous entende. Bonjour aux téléspectateurs de Kinos Télévision, bonjour à Zénith 10-12. Alors, aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi vous allez choisir le tricycle Bazar. Pourquoi choisir le tricycle Bazar? Pour 6 raisons simplement. Vous bénéficiez de 6 mois de garantie. Ça veut dire que quand vous avez acheté le tricycle Bazar, vous avez 6 mois de garantie et avec un service après-vente gratuit. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en cas de panne, nous avons 2 solutions chez nous. Soit se rendre au service après-vente, soit vous nous contactez afin que nous envoyons sur place nos équipes techniques d'intervention mobile venir résoudre le problème sur place où que vous soyez. Alors, la troisième raison, c'est la disponibilité des pièces détachées de A à Z à moindre coût et vous le savez déjà, on divise le prix en deux quand vous êtes client du tricycle Bazar et Linfan. La quatrième raison qui est fondamentale, c'est que les moteurs 200 cc très puissants avec réducteur, un tricycle c'est son moteur, comme un train, c'est sa locomotive. Alors, les moteurs Bazar et les moteurs Linfan ont été testés et confirmés par plus de 5 millions d'utilisateurs. Cela démontre que sur le marché africain en ce jour, ce sont les plus puissants moteurs de tricycle. La cinquième raison, c'est que la carrosserie est spacieuse et solide comme un conteneur, avec gros pont. Son booster qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et 40 sacs de ciment à transporter. Et également, ça transporte plus de 126 casiers de bière en un seul tour. Très faible consommation en carburant, vous avez 4 litres de carburant et
ça fait 100 km. Alors, la puissance sur 3 roues, ce sont les tricycles Bazar. Nous invitons d'ailleurs toutes les entreprises multinationales et les grandes entreprises de ce pays qui nous font déjà confiance à nous contacter parce que nous voulons récupérer la flotte du tricycle qui est fatiguée parce que nous allons les refaire pour prouver notre professionnalisme. Alors, je vais passer le témoin à mon collaborateur qui va présenter les autres avantages plus rapidement. Oui, assez rapidement, oui. Alors, bonjour tous les spectateurs, toute l'équipe du 10-12. Pour ce faire, on va d'abord commencer, comme vient de dire mon collaborateur, à vous présenter la roue de secours du tricycle Bazar qui est adaptée à nos routes africaines, à une dimension de 500 par 12. C'est la plus grosse roue du marché, avec les grosses crampons, donc qui sont vraiment adaptés à nos routes africaines. En passant, lors de l'achat d'un tricycle Bazar, vous bénéficiez aussi du grip, du manivelle, de la clé à roue, des manteaux, de casque de sécurité. Pour ce faire, après avoir acheté un tricycle Bazar chez nous, vous bénéficiez aussi d'un tirage de tombola. Vous pouvez gagner effectivement lors du tirage une moto qui est présentée ici-bas. Une moto, vous pouvez gagner une moto, casque de sécurité, un couvre-réservoir de marque Lifan pour pouvoir sécuriser votre réservoir de moto, un parapluie pour la dame, pour vous permettre, avec les intempéries de ce moment, de vous aider lors de vos déplacements. Un casquette et un polo et bien d'autres lots. Pour ce faire, voici le casque. Comme vient de dire mon collaborateur. Merci. Merci à tous aux téléspectateurs. Merci aux Zénith. Demain, nous revenons avec un autre concept pour expliquer pourquoi vous devez également choisir le tricycle Linfan. Parce qu'il y a tricycle Bazar et il y a tricycle Linfan. Et nous allons vous expliquer qu'il y a de la contrefaçon dehors. La contrefaçon, nous allons vous expliquer quelle est la marque de l'originalité du tricycle Bazar. Parce que les gens font des imitations. Merci beaucoup. Donc, on rappellera à vous tout de suite que le service après-vente est déjà opérationnel aussi. Parce que vous l'avez dit la dernière fois. Et pour le cas de Douala, c'est au lieu d'Indoksimbi vers Ndokoti. C'est bien ça? C'est bien, oui, merci Sam Séverin, c'est bien ça. Le service après-vente est déjà installé et gratuit en face Eneo Ndokoti, non loin. Alors vous arrivez là, vous serez reçus par des techniciens qualifiés. Ils sont là pour vous attendre. Merci beaucoup. C'était donc l'espace réservé à Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Voilà, on a pratiquement fait le tour. On va choisir de faire la critique à présent et aller conclure ce programme Tendance. Président Sam, au nom de la liberté de critiquer, Mitterrand, dame, centre bien sur moi, j'ai dit aux femmes ce matin. Bon, alors, je peux te prêter le micro parce que tu es en prestation spéciale ce matin. Voilà, très bien. Au nom de la liberté de critiquer, Mitterrand, dame, centre, on me voit bien. Je vais demander aux femmes qui vendent les poissons fumés pourris au marché de faire très attention parce qu'elle va envoyer les gens sur les lieux. Tu achètes un poisson fumé, dans ta tête, tu sais que ça va être très bon dans la nourriture. Tu arrives, tu te rends compte que le poisson fumé est pourri. Alors, je dis non à ça. La prochaine fois, je ne dois pas cautionner. Sam, c'est la dernière phrase qui donne. Vous-même, vous avez la parole. Voilà, mais quel est donc ce pays à votre suite et tendance où on ne peut jamais faire la lumière, toute la lumière sur des cas, soit de catastrophes ou encore d'assassinats? On a beaucoup évoqué les cas d'anciens prélats de l'église catholique romaine, les monseigneurs Plumet et bien d'autres auparavant, avant même le cas de monseigneur Benoît Bala, dont on est toujours sans nouvelles sur les circonstances de cette disparition tragique. Même l'église catholique, aujourd'hui, elle-même semble avoir baissé les bras, malgré la détermination affichée au départ.
Aujourd'hui, on veut surtout s'attarder sur le cas des bébés qui sont volés et qui disparaissent. Vanessa Tchatchou ne sait pas quel est le sort qui a été réservé à son enfant. Jusqu'à ce jour, ça fait plusieurs années que cela a duré. Vous avez le cas donc de ce nouveau bébé dont on dit qu'il n'a pas de destination. Pour le cas d'une dame au CHU de Yaoundé, on va donc avoir une nation où, même pour le cas d'une catastrophe comme celle survenue sur le lieu des ECA, le drame des ECA qui aura fait de nombreux morts, encore qu'on ne nous avait pas dit quel était le chiffre exact en termes de disparition, parce que les chiffres officiels étaient parfaitement contestable. À présent, dans le cas de cette catastrophe des ECA, il y a une notaire qui a disparu et son époux, un avocat de la place, n'a toujours pas de nouvelles. Voilà donc le Cameroun où on ne peut jamais faire la lumière. On fait tout pour très rapidement oublier. Tout à l'heure, on évoquait le cas notamment de nos héros et martyrs. C'est donc une nation qui veut très rapidement effacer toutes les choses, toutes les horreurs qui pourtant un jour vont nous revenir à la figure parce que, comme l'a dit quelqu'un, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour, jeudi, et bonne suite des programmes sur Equinox.